pense que pratiquement n'importe qui, en fait, dans des conditions de vie comme les nôtres, peut devenir millionnaire avec du temps. C'est le truc préféré que j'aime entendre, c'est les gens qui me disent je suis économiquement de droite et socialement de gauche. Et ça veut dire quoi socialement de droite? Ça veut dire que t'en as rien à foutre. Mais même à gauche, hein, ils sont les premiers à se dire putain les mecs, une démocratie ça marche pas en fait, on veut imposer une forme de dictature en fait. Non, on peut pas dire que la culture européenne et française est neutre vis-à-vis des entrepreneurs. Les gens n'aiment pas les entrepreneurs. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e déjà épisode d'Entre-deux. Comme d'habitude, je suis avec Alexis. Comme d'habitude, on va aborder des sujets sulfureux, des sujets intéressants. Alexis, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va, j'ai remarqué qu'on a un tic de, je sais pas si on peut appeler ça un tic de langage, plutôt un tic de podcast. Je me demandais si tu allais le faire, donc j'étais très attentif. En fait, on commence tous les épisodes, j'ai l'impression, en disant déjà le 10e épisode. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, ça y est, le 11e épisode. Et là maintenant, voilà, on est au 12e épisode déjà. Hein. Qu'est-ce que ça passe vite. Il y a vraiment un truc comme ça où juste, on dirait qu'on sait pas comment démarrer un épisode. Ouais, je vois du ce coup, que on tu veux dit dire. toujours c'est déjà tel épisode. Je pense qu'il y en a certains qui ont remarqué peut-être et qui devraient en avoir marre. Je te propose qu'on conserve ce running gag jusqu'au 100e épisode et qu'à chaque fois on dise déjà le 37e épisode, déjà le 39e, tu vois. C'est cool, ça fera entre 150 et 300 personnes qui connaîtront effectivement les vrais premiers du coup. Exactement. Exactement. Et j'ai un truc à vous dire, mettez des avis. Mettez des avis et posez-nous des questions. On y pense rarement au début de podcast, donc avant que ça commence, là c'est l'intro, on se met en jambe Alexis et moi. Comme on le dit à chaque épisode, on est projeté encore une fois, vous avez dû commencer à le comprendre aussi. Ça faut arrêter de le dire. Ça on le dit à chaque fois aussi, ouais. Ça, je me suis dit vraiment là, on devient insupportable quoi. Donc mettez-nous des avis sur les plateformes, sur Spotify, non pas sur Deezer, on en a rien à foutre si vous êtes sur Deezer, mais mettez sur Spotify, mettez sur Apple Music, ce sera vraiment intéressant pour nous, ça va beaucoup nous aider, ça augmente votre taux de conversion et ça nous permettra éventuellement... que Louis se lâche de plus en plus au fur et à mesure du podcast. Il est de plus en vrai. plus... là, il est dit on en a rien à foutre et tout. Il aurait pas dit ça au premier épisode. Au premier, non. Au troisième, oui. Mais au premier, non. Donc... Il y a les deux derniers avis, en fait, ils m'ont pris par surprise. J'avais pas vu qu'on avait deux avis de plus. Ça m'a fait très plaisir. Et du coup, je voulais juste prendre le temps de vous remercier et de les lire très rapidement, très succinctement. On a un premier commentaire, donc c'est des commentaires qui sont sur Apple Podcast. Donc si vous voulez nous laisser un avis et qu'on lise votre commentaire, alors s'il y en a beaucoup, au bout d'un moment on va arrêter de les lire évidemment, ce sera intéressant pour personne. Mais là ça me fait très plaisir de le faire. Donc on a Noémie qui nous a dit donc top, super intéressant, première fois que j'écoute un podcast au sujet aussi varié, mais j'adore. Merci beaucoup Noémie. Donc Alexis et Louis sont agréables, leurs réflexions et anecdotes sont aussi intéressants qu'inspirants. Vraiment, je recommande totalement. Hâte des 2 podcasts par semaine. Ça viendra, Noémie, ça viendra en temps voulu. C'est-à-dire pas du tout maintenant. Non, pas du tout. Ensuite, on a un commentaire de Claro qui nous a dit « Enfin un podcast que j'arrive à suivre régulièrement et que j'attends. Sujet varié, bien développé sur l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies, la vie en général et surtout la bonne humeur. Hâte des prochains avec des invités. Merci. » Donc merci à toi Claro. Effectivement, beaucoup. les invités, ça viendra aussi en temps voulu, c'est-à-dire pas maintenant non plus, voilà. Mais on fera ça dès qu'on peut. Là, c'est que ça demande un peu de préparation, d'organisation, et comme on l'a répété à de très nombreuses reprises, le podcast est un peu plus anecdotique dans nos vies maintenant, et on est tous les deux très très chargés. Moi parce que je suis vraiment sur le point de lancer mon grand projet, ma startup, et Louis parce qu'il est sur le point de déménager à Dubaï. Tout à fait, on est très pris tous les deux et du coup tout ça, ça viendra évidemment en temps voulu, hein. On est très pris mais on arrive quand même à trouver du temps pour le podcast, pour discuter, pour préparer ce podcast pendant des heures et des heures évidemment. Donc on est ready pour ça. Puis c'est notre meilleur moment de la semaine, hein. C'est ce qu'on se dit à chaque fois avant de lancer l'enregistrement. On se dit tous les deux qu'on est très content d'être là parce que ça nous fait une pause en fait. Si vous saviez ce sur quoi j'ai bossé aujourd'hui, croyez-moi, vous ne voulez pas le savoir. Et c'est vraiment un plaisir d'être là du coup. C'est tellement léger les sujets qu'on va pouvoir aborder. Comme tu disais au début du podcast, parfois des sujets sulfureux, ce qu'on s'est pas retenu de faire du tout dans l'épisode précédent, l'agriculture. Et je viens de voir juste avant de lancer l'enregistrement de l'épisode qu'il y avait quand même pas mal de commentaires qui étaient vraiment alignés et en parfait accord avec Louis. Donc c'est vraiment un plaisir du coup de... Il y en a un qui est parfaitement aligné, au moins un. Tu parles de quel commentaire ? Je vois pas. Il y a un commentaire le plus respectueux, super long. Tu veux dire ? Non, il y a un commentaire super long, un mec qui a vraiment donné son point de vue. Il a dit GG.
Lui, il doit être complètement d'accord avec ce que j'ai dit, je pense. Sinon, il n'aurait pas dit ça. Ouais. Non, mais c'est toujours un plaisir de voir qu'on est écouté en entier, que les gens ont la mesure de ce qu'ils disent, etc. Mais après, c'est aussi le jeu des réseaux. Hein. Ça me choque pas. Ça me fait beaucoup plus rire. C'est normal d'avoir tout le monde n'est pas supposé être d'accord avec nous. Hein. Donc, fondamentalement, c'est OK. On fait un podcast, c'est pour qu'il y ait des gens d'accord et des gens pas d'accord, quoi. Je serais même vachement emmerdé si tout le monde était d'accord avec moi. Hein. Ça voudrait dire que moi, je suis pas cohérent avec moi-même quelque part. Il y aurait un truc qui colle pas bien, quoi. On va pouvoir, je pense, assez rapidement embrayer sur peut-être, si ça te va, Louis, des questions. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que donc, on a demandé à plusieurs reprises, souvent on oublie de le faire en début d'épisode, mais vous pouvez nous poser des questions sur un peu n'importe quel sujet. Et nous, on prend le temps d'y répondre dans le podcast. L'idée, c'est que comme il y a assez peu de questions, parce que ça reste un petit podcast, peu importe votre question, a priori, normalement, on devrait la prendre et y répondre. C'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et là, du coup, on a justement une personne qui, dans le précédent épisode, nous a posé une question, même 2 questions. Et du coup, je le remercie et on va prendre du coup ces questions. Et donc, je vous invite, avant de répondre à ces questions, à faire de même. Ce qui fait donc 2 appels à l'action au lieu d'un. Mais si jamais vous avez des questions, vous voulez qu'on en parle pendant le podcast, vous voulez qu'on en débatte, n'hésitez pas à poster votre question en commentaire sous la vidéo YouTube, tout simplement. C'est vraiment l'endroit le plus simple pour nous poser des questions pour le podcast. Est-ce que ça te va, Louis? Est-ce qu'on prend les questions de... Ça me va très bien. J'ai pas noté son nom, donc l'homme sans nom. On va prendre les questions de l'homme sans nom. Ça me va très bien. Alors, j'ai 2 petites questions débat, sans interférer dans votre ligne édito, nanana, donc ça, il n'y a pas de souci. Première question. Selon vous, la réussite dans le business est-elle innée? Je prends l'exemple des grands sportifs tels que Nadal, LeBron, j'ai fait un bon accent, etc., qui certes s'entraînent très dur, mais qui ont des prédispositions type mindset, caractéristiques physiques, etc. Écoute, j'ai déjà une réponse à t'apporter, homme sans nom. La réponse se trouve dans le titre de notre podcast. Je savais que tu allais dire, écoute, j'ai une réponse toute tranchée à te donner. C'est un peu oui et un peu non. Non, mais vas-y, je te laisse répondre. Non, mais justement, genre, quelle est ta réponse? Ose me dire que ta réponse est différente que la mienne. Que c'est un peu des deux. Ouais, que c'est un peu des deux. Oui, alors, vas-y, réponds. Commence à répondre. Réponds en premier à cette question et on va voir. Ok. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai récemment changé d'avis. C'est-à-dire que ma position a toujours été que c'était pas du tout inné, que ça s'apprenait à 100%, que ça se construisait au fur et à mesure de notre environnement, des gens autour de nous, de notre socialisation primaire, secondaire, de ce qu'on apprenait et puis de ce qu'on choisissait de suivre aussi. Et récemment, je pense que si on prend une jauge de 100% de libre arbitre et de choix, je suis venu, en tout cas dans la réussite, précisément dans la réussite en business, je suis venu mettre un petit 5% d'inné. Alors, et quand on parle d'inné, je ne veux pas parler de inné à faire vraiment du business. Sur le business en fait. Moi, j'ai tellement, pour imaginer répondre à cette question, j'ai tellement dézoomé en prenant tous les aspects de la vie parce que le début de sa question, c'est selon vous la réussite. Et ensuite, il y a dans le business. Et ça, j'imaginais ça comme une phrase à trous, tu vois. Selon vous, la réussite, non. En gros, sa question, c'est le top 1% de n'importe quoi sur Terre, quoi. Top 1% artiste, top 1% sportif, top 1% business, etc. Ok, alors, artiste et sportif, oui, il y a de l'inné énormément parce que, sportif, c'est énormément de génétique. Artiste, si on parle artistes musicaux, il y a aussi beaucoup de génétique. Rien que si on pense à des musiciens, il y a quand même une connexion cerveau-muscle qui peut se faire plus rapidement, par exemple, que d'autres. Les sports de combat, n'en parlons pas. Donc tout ça, oui, il y a de l'inné. Si on parle du top 1%, être excellentissime dans un domaine, pas besoin d'inné pour moi. Mais être dans le top 1%, oui. Il faut de l'inné. C'était vraiment mon point. Je te rejoins là-dessus, du coup. Moi, ce que j'ai à dire sur cette question, c'est que je pense que les gens ne prennent pas la mesure de ce que ça signifie la réussite et qu'en fait, ils ne font pas la distinction entre le top 1% et le top 0,1%. Admettons, ces chiffres sont évidemment sortis de mon chapeau magique. C'est pas un truc fixe. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les gens cherchent toujours... Je pense que les gens ne se posent pas la question de est-ce que je vais être dans les meilleurs au monde ou est-ce que je vais vraiment être dans les meilleurs des meilleurs au monde. Et les meilleurs des meilleurs au monde, c'est, je pense, une frange de la population mondiale dans laquelle l'inné est plus important.
C'est-à-dire que c'est le cumul de l'inné et de l'acquis pour moi. Mais le top 1% d'à peu près n'importe quoi sur Terre, je pense, est accessible par à peu près n'importe qui par du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, j'ai une morphologie plutôt de marathonien, pas du tout de powerlifter, c'est évident. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas faire partie du top 1% de l'élite mondiale du powerlifting? La réponse est oui. Mais le top 1%, quelqu'un qui va essayer d'aller soulever du 200 kg ou plus en powerlifting, c'est parmi les meilleurs au monde pour soulever machin, par rapport à la population mondiale, pas par rapport juste aux powerlifters. C'est ça. Et donc le top 1%, il est accessible par tout le monde. Si j'ai envie d'être un champion de powerlifting, et comparément à la population mondiale, encore une fois, et pas au plus grand champion de powerlifting, je vais être extraordinaire, je peux bosser pendant 10-15 ans et je peux soulever très très lourd. Par contre, j'ai pas la morphologie pour être le meilleur des meilleurs, de le top 0,001%. Et je peux pas lutter contre des gens qui ont une meilleure morphologie que moi pour être vraiment dans les meilleurs. Mais je pense que les gens font juste pas la distinction pour moi entre le 1% et le 0,1%. Je pense que c'est vraiment ça là que ça se joue. Ouais, et je pense que si on prend dans le business, c'est un peu pareil. Extrêmement bien réussir comme nos grands entrepreneurs français, par exemple, je pense que ça se fait avec du travail. Par contre, réussir comme un Elon Musk, comme un Jeff Bezos, comme un Zuckerberg, là, quelque part, il y a de l'inné. Il y a de l'inné et ensuite du parcours, de la chance, beaucoup pour arriver à ce niveau-là, évidemment. C'est important de souligner aussi qu'il y a de la chance, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte aussi, je pense. Même pour c'est une distribution. T'imagines une courbe simplement, t'imagines un histogramme par exemple avec toutes les barres, tu vois. Et t'es juste en bout de queue en fait. C'est juste que statistiquement, il faut un Elon Musk. Statistiquement, tu as un Mark Zuckerberg. Statistiquement, ces mecs-là existent. Si c'était pas eux, ce serait quelqu'un d'autre. Ils existent statistiquement. Mais statistiquement, il y en a très peu. Donc juste mathématiquement, déjà, c'est normal qu'il y en ait si peu et de ce point de vue-là, en fait, la chance joue un rôle quand même très important. C'est-à-dire que vous pouvez mettre énormément de gens très intelligents et qui bossent très dur et dans les bons business et ils ne deviendront pas Elon Musk et Mark Zuckerberg, etc. Mais encore une fois, je pense que la plupart des gens dans leur vie, leur but, même en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas de devenir Elon Musk et Mark Zuckerberg, etc. Vous pouvez faire 100 millions dans votre vie, c'est énorme, c'est vraiment plus que le top 1% du monde, tu vois. Vas-y, tu voulais rebondir sur un truc. Quoique, je vois de plus en plus, et ça me fait mourir de rire. Alors, je suis désolé, c'est mon petit côté où... Je pense que c'est mon petit côté un peu paternaliste, mais quand il y a quelqu'un qui dit vraiment une très grosse connerie, j'ai envie de lui caresser la tête un peu doucement, tu vois, et de lui dire oui. Je vois de plus en plus... cette scène, du coup. Je vois de plus en plus de jeunes, mais quand je dis jeunes, c'est... je me compte pas dedans. Je vais être très honnête. Mais vraiment, entre 16 et 22 ans, j'en vois de plus en plus, et j'en ai vu, genre rien que 3 cette semaine, dire qu'ils ont envie... Non, pas qu'ils ont envie, qu'ils vont faire 1 milliard. Ouais. Et ils le disent plein d'assurance, tu vois. Et c'est presque triste, je trouve. Parce que pour moi, ces gars-là, ils font partie de la masse dont on a parlé il y a quelques épisodes, qui vont commencer par faire du dropshipping et qui vont s'arrêter au moment où soit ils vont avoir du mal à scaler, soit ça va juste pas marcher du tout. Et ils sont persuadés, tu vois. Ils sont sûrs d'eux qu'ils vont faire 1 milliard. Et ça me désole un peu parce que je me dis, mais vous avez vraiment aucune mesure pour pouvoir dire que vous êtes sûr de faire 1 milliard. Tu peux dire que tu en as extrêmement envie, que ça fait partie des motivations de ta vie, que tu as envie de maximiser ta vie pour arriver un jour au milliard de valorisation. Hein. On va être gentil, on va pas dire 1 milliard sur le compte non plus. Ouais. Parce que et ils sont à fond, ils en ont hyper envie. Et je me dis, mais c'est quand même un peu dommage les gars, parce que là du coup, vous passez un peu pour des charlots, quoi. 1000 fois 1 million, hein. Faut se rendre compte quand même de ce que c'est 1 milliard. 1000 fois 1 million, je pense que les gens n'imaginent pas en fait ce que c'est. Juste déjà, tu commences par 1 million. Pour la plupart des gens normaux, il faut aller se représenter et aller chercher 1 million. 1 million, ensuite tu fais x 10. Ça fait 10 millions. C'est beaucoup. Alors, 10 millions, c'est pas mal, hein. On est d'accord. Ah oui, 100 millions, c'est 10 fois ça, ce que je viens de dire. Ouais. C'est énorme, on est d'accord que c'est énorme. Ouais, c'est énorme. 1 milliard. C'est encore... Ça fait à peu près x 90 que je me suis arrêté, moi, perso. Ouais, non, mais je pense que les gens se rendent pas compte en fait de ce que ça représente 1 milliard. Et je pense qu'au fond d'eux, ils n'ont pas forcément envie de faire 1 milliard. C'est juste qu'ils sont à un moment de leur vie où ils ont vraiment la dalle. Ils ont quelque chose à se prouver à eux-mêmes. Et ils définissent leur identité par le fait qu'ils vont faire beaucoup d'argent. Et je pense que ça dure pendant un temps. Le problème de ces gens-là, pour moi, la plupart du temps, c'est qu'ils choisissent simplement le mauvais véhicule. La vérité, c'est que s'ils veulent devenir milliardaires, c'est peut-être pas
par un business en ligne qu'il va falloir commencer, peut-être pas ce qu'ils font aujourd'hui en tout cas, peut-être pas de vloguer, de faire un podcast, de faire de la formation en ligne, de faire du dropshipping, etc. Non, Peut-être que c'est pas. complètement autre chose qu'ils devraient faire s'ils veulent faire 1 milliard. Après, ça peut être une étape sur un chemin très 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 long, hein, on est d'accord. Mais fondamentalement, en tout cas, il va falloir un véhicule bien différent pour arriver à 1 milliard, ça c'est une certitude. Ça, c'est sûr. Et je suis un peu d'accord avec toi sur le côté, c'est peut-être une période de leur vie et tout, mais je suis sûr que Alexis FH a eu des périodes de sa vie où il était un peu sulfureux, où il avait la dalle, où il voulait faire beaucoup d'argent. Et est-ce que Alexis FH a déjà dit premier degré un jour à plusieurs personnes, je vais faire 1 milliard? Je pense pas. Moi-même, étant un peu moins sulfureux que toi, on va pas se mentir, j'ai jamais poussé le ridicule jusque-là, tu vois. Et quand je dis pousser le ridicule, attention, hein, je me fous pas de la gueule de quiconque dit qu'il veut faire ou qu'il va faire 1 milliard. Je me fous de la gueule de personne d'ailleurs, mais j'ai un peu de peine pour les jeunes qui se sont fait laver le cerveau et voire même, je pense qu'ils se sont lavé le cerveau eux-mêmes parce que souvent ils prêtent des propos à certaines personnes que ces personnes n'ont jamais eu. Et ils extrapolent facilement et ça leur rentre vite dans la tête et ils se disent vite qu'ils vont devenir millionnaires avant 25 ans et milliardaires avant 30 ans. Et ça me fait un peu chier pour eux. Fondamentalement, là où ils ont raison, c'est que je pense que pratiquement n'importe qui, en fait, dans des conditions de vie comme les nôtres, peut devenir millionnaire avec du temps. Ça, je le pense profondément. Ouais. Mais milliardaire, effectivement, c'est une toute autre course. C'est même pas la Ligue 1. Il n'y a pas de ligue, en fait. Oui, il n'y a pas de ligue. Petite caste fermée de gens, tout. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Mais ouais. Non, après, moi, au fond, je me dis qui suis-je pour juger l'objectif des gens, parce qu'en fait on se rend pas compte de ce qui les motive dans la vie, tu vois. T'arrives pas à savoir si c'est un truc profond, je sais pas si ça vient d'un mal-être, si c'est un truc vraiment par exemple quelqu'un comme, ça fait longtemps qu'on l'a pas cité dans un podcast, comme Yomi Denzel, quand il te dit qu'il va faire 1 milliard, je le prends pas de haut, tu vois, je le prends sérieusement. Ouais, bien sûr. Voilà, mais ça a rien à voir. C'est quoi la distance qui a été faite entre justement un Yomi Denzel et quelqu'un qu'on prend pas au sérieux, qu'on voit sur les réseaux sociaux? Alors, typiquement, la distance, elle est, on en a parlé tout à l'heure, du top 0,1% des entrepreneurs français. C'est peut-être un peu large, parce que là, on peut me faire une liste d'entrepreneurs français depuis 50 ans, mais des entrepreneurs français de moins de 30 ans, il est clairement dans le top 0,1%, voire il est dans les 10 premiers. Certainement, en tout cas au vu de son business model, etc. Et du coup, quand il dit ça, c'est normal. Il est pile dans la catégorie où même lui le dit et l'assume que c'est pas reproductible ce qu'il a fait. Il est passé d'étudiant, j'adore cette phrase, il y en a plein qui la reprennent. Fauché à millionnaire. Il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en 1 an. Et en fait, même lui le dit, c'est pas reproductible. Ça va pas se passer comme ça pour les gens qui le suivent et qui achètent ses formations et qui donnent tout. Parce que ça ne se passe pas comme ça, en fait. Et donc du coup, la grosse différence, c'est que le gars que j'entends dire qu'il va faire 1 milliard, déjà il y a une petite nuance, parce que c'est pas forcément ce que dit Yomi. Yomi, il mesure. Il dit qu'il va tout faire, ou que son prochain objectif, etc. etc. Oui, puis d'ailleurs, il a déjà fait les calculs qui montrent à quel point c'est raisonnable de penser qu'il le sera s'il attend suffisamment longtemps. De toute façon, Yomi, il est rendu à un stade qui n'est pas le nôtre, et qui est encore moins celui des gens qui disent sur Instagram qu'ils vont faire 1 milliard, quoi. Parce que moi, je pense que la vérité cachée derrière les gens qui disent qu'ils vont faire 1 milliard, c'est que je pense que 90% d'entre eux sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et, comme je disais tout à l'heure, qui ont la dalle d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est des gens qui sont à un stade de leur vie où ils démarrent en business à peine, ou alors ils ont leur premier succès et ils ont gagné leur première dizaine de milliers d'euros, etc. Ils enclenchent le truc. Je pense que c'est ces gens-là, la plupart du temps, qui disent qu'ils veulent être milliardaires sur Internet. C'est ma conviction, en tout cas. Et je pense que les gens arrivés à un certain stade de réussite financière pour eux, je pense qu'ils remettent vachement en perspective leurs objectifs en se disant putain, en fait, je peux être quand même super heureux dans la vie avec tellement moins. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'être milliardaire? Et si je veux devenir milliardaire, en fait, pour quelle raison, en fait? Pourquoi est-ce que je veux tout cet argent? Ou si je veux pas tout cet argent, pourquoi est-ce que je veux autant de pouvoir? Ou si c'est pas du pouvoir, pourquoi? En fait, juste le vrai pourquoi, en fait, derrière tout ça. Et je pense que le vrai pourquoi, il est juste que c'est souvent des gens qui n'ont pas grand-chose, ou qui sont dans une situation précaire, ou qui essaient des petits business, ça marche pas, etc. Encore une fois, des gens qui ont la dalle, quoi. Vraiment, pour moi, c'est ça, la plupart des mecs sur Internet. J'ai été dans cette petite période que tu as citée, pas la période de se dire j'ai la dalle, je veux faire 1 milliard, mais dans la période de mesurer ce que tu veux gagner. Moi, pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, mon objectif, ça a été 5 millions avant 30 ans. Et j'ai eu une petite période, juste avant qu'on se rencontre,
où en fait, j'ai pris vachement de recul et je me suis dit, t'as 22 ans, tu fais 3 000 € par mois. En fait, avec 3 000 €, bah, tu peux vivre, tu peux assez bien vivre. En plus, j'avais un rythme si t'es pas à Paris. Surtout si t'es pas à Paris. Actuellement, j'habite à la campagne, au fin fond de la campagne. Mon loyer, c'est 700 balles pour une maison qui fait 90 mètres carrés, avec un jardin de 1000 mètres carrés. J'ai tout... Enfin, j'ai pas de gros achats à faire dans ma vie, à part... Enfin non, j'ai pas de gros achats à faire dans ma vie et tout. À ce moment-là, je me suis dit, mais merde, en fait, ça se trouve, vive tranquillement, bossant 15 heures, 20 heures par semaine et gagner 3 000 € par mois, c'est peut-être vachement bien. Et c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de me concentrer et de me dire, en fait, 20 heures par semaine, c'est largement assez pour pouvoir profiter de ma famille, de mes proches. Peut-être que j'ai pas besoin de déménager finalement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un petit truc de me dire, putain, en fait, ça se trouve, je suis au max de ce que j'ai envie de faire. Après, j'ai rencontré Alexis FH. Et c'est pas exactement passé comme ça, mais c'est à peu près au même moment. Et en fait, j'ai très vite remis en question ce truc de me dire, mais non, en fait, t'avais un objectif et tu vas être juste très malheureux toute ta vie si tu t'arrêtes à 3 000 par mois, parce que en plus, on va pas se mentir, en prenant un peu de recul, 3 000 par mois avec une micro à 2, avec un chien, c'est dur quand même. T'es vraiment pas au seuil de richesse, quoi. Juste qu'on se le dise clairement, t'es complètement à l'aise et t'es pas à plaindre, mais on va pas non plus faire comme si tu pouvais vraiment faire absolument n'importe quoi dans la vie. Oui, très dépenser ton argent sans compter et tout, t'en es vraiment pas rendu là non plus, quoi. Vraiment pas. Et donc du coup, maintenant que je suis plutôt entre 12 et 18, on va dire, j'ai l'impression d'être pauvre. c'est horrible, hein. Là, je sais que vous allez m'allumer, mais après c'est qu'il y a plein de charges et tout. Non mais mais là, je prends vraiment la notion. Là, c'est le moment où tu regardes la caméra en disant, c'est pas mon argent, c'est celui de la société. C'est pas mon argent, c'est du chiffre d'affaires. Je paye des impôts dessus, avec plaisir. Plus pour longtemps. Et le truc, c'est que c'est 12 à 18. Je me rends vraiment compte que on est très très loin de ce que j'ai vraiment envie d'atteindre pour la suite. Je vais pas faire 1 milliard. J'espère très fortement faire ces 5 millions avant mes 30 ans. Je vais tout faire pour. Mais j'ai bien fait de pas m'arrêter à ces 3 000 €. Moi, je l'ai souvent fait cet exercice. On le fait presque tous les jours. J'ai l'impression d'imaginer un chemin alternatif. On emprunte, on se disait, et si nanana, donc et si ça peut donner par exemple, et si j'avais pas fait Copylost, qu'est-ce qui se serait passé? Et là, concrètement, tu vois, justement, on en a déjà parlé ensemble. J'aurais pu par exemple dès maintenant me pencher sur un chalet en Finlande. On voyagerait là beaucoup plus. On aurait peut-être déménagé, on aurait un endroit plus grand. On aurait pu totalement avoir une Tesla. Ce qui n'est pas du tout un projet de vie en ce qui me concerne, mais pour certains dans ma petite famille, c'est le cas. Ça intéresse la Tesla. Je suis en train d'imaginer Rachel monter ce podcast. Écouter. Ouais, c'est elle de monter, je crois. Et écouter tout ce que tu es en train de dire. Et se dire, mais bordel, pourquoi on a fait Copylost? Non, on en parle tous les jours. Non, je sais, je blague. On en parle tous les jours et on le fait souvent, cet exercice. Pourquoi je dis que c'est un exercice? On dirait que c'est un exercice pour, de sanity check, c'est un exercice pour dire, mental, juste pour rester sain d'esprit, pour purger un peu. Oui. Mais c'est pas un exercice, c'est un truc qui nous fait en permanence nous remettre en question sur les choix qu'on a fait maintenant. Ce qui est pas forcément bon à faire tous les jours, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment, t'as pris la décision. Oui, c'est ça. Nous, on a tendance à le faire tous les jours parce que on fait ce petit jeu souvent d'imaginer où est-ce qu'on a envie d'être quand on était en voyage et tout, et on repense à des lieux où on était des années et des années plus tôt, et on se dit on marche, tu vois, tranquille, on se fait une petite marche, on se dit devine où j'ai envie d'être, et puis on pense à telle auberge qui est en Indonésie, à Flores, petite auberge miteuse, on a pris une noix de coco, tu vois, c'est que des trucs comme ça. On fait ça pratiquement tous les jours, et là en ce moment ça travaille pas mal, je t'avoue, où on se dit putain, on serait bien à l'étranger. Mais ce qui est bien, c'est que contrairement à toutes ces dernières années, on peut juste pas. C'est pas possible de toute façon aujourd'hui. Là, on va lancer Copylost. Les sous, ils sont là et en même temps, ils sont pas là. Ça complique. On peut pas partir à 8 heures de décalage du truc sur lequel on bosse. Donc en fait, c'est simple. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On reste ici, on bosse, tu vois. Donc c'est plus clair. 8 heures 3. Non, en Indonésie, là, je disais. Oui, je sais, je plaisante. Je sais, oui, je vois très bien où tu veux en venir. Mais non, on le fait tout le temps, ce truc-là. C'est vrai que... Mais je sais qu'il n'y a pas de regret parce que je me rappelle du mois en voyage et d'imaginer vouloir revenir ici, et juste bosser et essayer. Juste essayer.
ce dont on parlait, tu vois. Je veux dire, et si je faisais une très grosse boîte, un gros projet, un gros truc. Et le et si, il faut transformer en, tu vois, faut essayer. Juste, et du coup, c'est ce qu'on fait maintenant. Et il y aura pas de regret par rapport à ça. Et on va pas passer une vie entière sans voyager de toute façon, ça c'est certain. Bien sûr. C'est ça. Et puis c'est juste du temps sacrifié, mais sacrifié au profit d'autre chose. Et c'est pas un temps infini sacrifié. Et t'es pas en train de sacrifier 15 ans de ta vie au moment où t'es le plus en forme physiquement, au moment où t'es le plus intelligent, pour juste ne pas en profiter et tout. Donc oui. Et évidemment que je te charrie, évidemment que c'est le meilleur moment. Moi, j'ai ressenti ce truc-là aussi quand, au tout début, quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent en faisant des sites web et tout, que je montais à 2000, 2500 euros par mois en étant freelance. J'ai eu ce truc-là à fond parce que je m'étais dit que je mettais 70% de ce que je gagnais hors dépenses. Enfin, en fait, je mettais tout ce que je dépensais pas pour vivre, je le mettais en crypto. Ouais. Et dans vivre, je comptais vraiment juste les factures, mon loyer et la nourriture, quoi. Tout le reste allait en crypto et c'était super dur. Parce que je me disais, mais en fait, si je mettais rien en crypto et que je vivais avec, j'aurais une plus grande maison, j'aurais une voiture, bien mieux. Tout ce que tu viens de dire, en fait. Et je me suis battu. J'aurais une Tesla. Et c'était terrible. Parce qu'en plus, j'avais 21 ans à ce moment-là. Donc je me disais, waouh, attends, à 21 ans, t'aurais tout ça. Ce serait quand même vachement bien. Et je m'obligeais à me dire, non, investis tout, mets tout de côté. Tu verras, en 2025, ce sera génial. Plus qu'un an. mais ouais, ça s'est vraiment passé comme ça. Et je suis content quand même de l'avoir fait. Pour revenir sur notre sujet initial, qui n'était même pas notre sujet initial par ailleurs, du coup, mais le milliard d'euros. C'est vrai que moi, avoir un milliard d'euros, je te cache pas que c'est quelque chose qui m'angoisse plus qu'autre chose. Parce que j'ai l'impression qu'avoir un milliard d'euros, c'est une responsabilité politique. J'ai l'impression que c'est un cap, tu vois. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, je préférais être capé à quelques centaines de millions. Parce que j'ai l'impression que quand tu as quelques centaines de millions d'euros, globalement, la société te laisse tranquille. Tout le monde personne ne te calcule. Ouais. Vraiment, il n'y a personne qui sait qui t'es. Ouais, les gens ne te connaissent pas, ils savent pas qui t'es. Les gens ne te connaissent pas et tout. À partir du moment où tu as un milliard d'euros, ça devient relou. Tu es sur la liste des milliardaires. Hein. Ouais. Tu es sur la liste des hommes à abattre pour plein de gens. Il y a plein de gens qui ont la liste d'hommes à abattre. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, quoi. Poutine, quand il est allé abattre plein de milliardaires sur Terre, ils étaient tous milliardaires. Hein. Je suis sûr qu'il allait abattre personne qui avait des centaines de millions d'euros. Bah non. Il a abattu que des milliardaires. Faut pas devenir milliardaire. Faut pas devenir milliardaire rien que pour ça. Absolument donc, pas. Ouais. Meilleur conseil de ce podcast, arrêtez-vous à 999 millions. C'est exactement ça. Hein. Vous serez largement aussi heureux que si vous étiez à 1 milliard. Ok, avec tout ça, je pense qu'on peut dire qu'on a répondu à la question, même si on a fait... comment t'appelais ça en tout début de podcast ? Quand on ouvre un sujet, qui ouvre un sujet, qui ouvre un sujet. Parce que alors là, on est passé de l'inné-acquis, ensuite à milliardaire. Les poupées russes. Ouais, les poupées russes. On peut appeler ça comme ça, c'est la meilleure image, effectivement. Donc ça, c'était la première question. Et je pense qu'on y a bien répondu. Faut vraiment reconnaître qu'il y a des gens pour qui ça va plus vite, d'autres beaucoup plus lentement. Il y a même des gens qui, des fois, s'en sortent jamais. On peut essayer pendant des années et puis ça prend pas. On prend pas les bonnes décisions, on n'arrive pas à trouver des clients quoi qu'on fasse. Dès qu'on essaie de faire quelque chose, tout ça marche pas. Je pense qu'il existe vraiment de tout et faut juste savoir reconnaître force, faiblesse et tout. Après, comme dirait le vieux sage, le vieux dicton, celui qui échoue, c'est celui qui abandonne. Oui, tout à fait. Donc, le vieux sage Louis Streiff. On passe à la deuxième question du coup. On a une deuxième question. Pensez-vous qu'en tant que Français, Européens, nous avons des avantages notables ou pas pour réussir dans le business d'un point de vue territorial et état d'esprit ? J'ai ma réponse aussi. Commence si tu as une réponse. Tu n'as pas de réponse. Je dirais oui et non. Non, mais... je suis en train de réfléchir. Là, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je suis en train de réfléchir aux personnes qu'il y a autour de moi et de faire une espèce de moyenne des gens dans mon entourage, amis très éloignés, cousins, famille, parents, tout ça. Je fais un énorme mash-up et je me dis, est-ce que l'avatar qui résulte de la moyenne de tous les gens que je connais dans ma vie
me donne l'impression que culturellement, il y a un avantage ou un désavantage. Je suis en train de faire un exercice comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es en train de... Non. Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est juste un nom. Ton exercice pose plusieurs problèmes, Alexis. Premièrement, moi, je crois que la question porte uniquement sur le business. Réussir en business. Ouais. Ok. D'accord. Deuxièmement, ton entourage est du coup le produit plus ou moins de la même bulle que toi. Et du coup, peut pas avoir... Non, mais forcément... Enfin, si... non, mais je veux dire, même s'il y a des grosses disparités... les gens que j'ai connus, si tu veux, là j'étais en train dans ma tête de faire une synthèse. Par exemple, je pensais même à des gens que j'ai connus à l'école, par exemple, à Cinécratis, mon école d'audiovisuel. Ouais, mais et en même temps, je prenais déjà des gens une là, en même temps, je prenais des gens de ma famille, en même temps, je prenais des gens de business que j'ai connus depuis que je suis plus sur Internet à faire des trucs. En fait, quand tu fais une moyenne de plein de gens, tu essaies juste de voir si tu retiens quelque chose des caractéristiques ou quoi, tu vois. C'est ça l'exercice que je faisais. Il y a quand même des gens de milieux sociaux très différents, d'états d'esprit très différents. Il y a des gens qui sont très dans un état d'esprit socialiste, etc. J'en ai autour de moi. Et en même temps, j'ai des gens qui sont complètement à l'envers. Donc, je me fais un mash-up politique, un mash-up d'état d'esprit de tout, en fait. Et je me dis, est-ce que je faisais un petit exercice comme ça. Bon, au final, non, effectivement, j'ai pas clairement de réponse parce que je vois pas très bien, en fait, en France, ce qui coince et pourquoi. Parce que je sais pas s'il faut faire un lien entre, oui, en France, c'est la bureaucratie, ça marche pas bien, on aime bien faire des procédures, des taxes, machin et tout. Je sais pas s'il faut juste dériver un point de vue de ça ou s'il faut faire une analyse plus profonde, culturelle. Parce que force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises en France comparé aux États-Unis. Donc j'imagine qu'il se passe quelque chose, mais est-ce que tu as un avis, toi, plus construit, Louis? Ouais, j'ai un avis en plusieurs points, dont un peu ceux dont tu as parlé. Ouais. D'abord sur les trucs concrets, enfin d'abord un avis général sur le truc. Pour moi, oui, on a un léger désavantage, mais on a un léger désavantage qui n'empêche pas. C'est-à-dire que ce léger désavantage... Est-ce que c'est un désavantage? Parce que c'est tout mon point. Est-ce que c'est un désavantage ou est-ce que c'est les Américains qui ont un avantage? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que la culture américaine est prône à l'entrepreneuriat, là où la culture peut-être européenne et française est plus neutre. C'est un peu mon point. Peut-être que j'ai mal exprimé, mais c'est juste, je me demande si c'est pas surtout les Américains qui sont avantagés. Je pense que les Américains sont avantagés et nous, on est désavantagés. Ce qui crée un gap plus important. Non, on peut pas dire que la culture européenne et française est neutre vis-à-vis des entrepreneurs. Les gens n'aiment pas les entrepreneurs. La majorité des gens, les gens qu'on croise au supermarché, enfin les gens normaux, le kidam, le tout venant, comme on en a déjà parlé, n'aiment pas l'entrepreneur. Le tout venant n'aime pas l'entrepreneur. Et quand je parle d'entrepreneur, je veux dire... je suis pas sûr que ce soit vrai. L'entrepreneur du web, évidemment, mais il n'aime pas non plus le plombier qui va lui charger $150 pour changer 3 tuyaux. Il le déteste autant pour moi. Et j'en ai croisé beaucoup. Et je pense que globalement, il y a une mentalité générale à ne pas aimer les entrepreneurs. Les gens qui se démerdent. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui, en apparence, ont plus de liberté. Pas forcément plus de liberté dans le sens plus de temps pour eux, etc. Mais un plombier, il a plus de liberté, un plombier indépendant, il a plus de liberté dans le sens où il va... pas compter ses heures, etc., beaucoup plus travailler que n'importe qui, on est d'accord. Mais si jamais il a envie profondément de ne pas travailler, il peut le faire. Si jamais il a envie d'embaucher quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre, il peut le faire. Donc il a plus de liberté. Et en France, les gens ont un gros problème avec la liberté. Les gens ont envie que l'État intervienne sur absolument tout. Les gens ont envie d'être sauvés. Mais c'est pas... Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aux États-Unis aussi, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même un parti dominant qui est un parti de gauche plutôt, tu vois. Donc... oui, mais ce moins que tu décris là, en proportion. C'est un sentiment politique. C'est un sentiment politique qui décline et qui vient déteindre sur l'image que les gens ont des gens qui ont de la liberté selon eux. Parce qu'en plus, la plupart du temps, c'est pas le cas dans la pratique. C'est-à-dire qu'en théorie, on a plus de liberté. En pratique, on en a parlé dans le podcast où on était à Dubaï. On bosse 70 heures par semaine de temps de cerveau disponible. On est fatigué, on prend des décisions stressantes, on doit s'occuper de choses sur lesquelles on n'est pas formé. Donc en fait, on a plus de liberté en apparence, mais en vrai, c'est pas le cas. Et donc du coup, je pense que les gens n'aiment pas la liberté. Les gens aiment bien que ce soit contrôlé, qu'on s'occupe, qu'il y a une taxe pour ça, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Il y a des choses qui sont gérées, qui sont dans des cases, dans des boîtes, et les gens qui essayent de...
partir un peu sur leur propre route. Je pense que les gens n'aiment pas ça. Et donc, vu que les gens n'aiment pas ça, c'est tout mon point, je pense qu'on a un léger désavantage parce qu'on n'y est pas poussé. Je pense que c'est la principale différence entre eux et nous. C'est que eux, ils y sont poussés, ils ont des modèles, ça parle business, ils ont des émissions de business, voilà, c'est courant pour eux. On peut remonter aux racines même de la construction des États-Unis pour comprendre pourquoi c'est une culture entrepreneuriale. Ouais, bien sûr. Ce qui n'est pas forcément le cas de la France, effectivement. Donc de ce point de vue-là, culturellement, il y a un fond où si tu regardes l'histoire, tu remontes juste à quelques centaines d'années maximum, tu comprends tout de suite pourquoi les États-Unis sont un peuple d'entrepreneurs. Donc ça, de ce point de vue-là, j'aurais pu rebondir d'ailleurs là-dessus directement, mais je pense que c'était le temps que mon cerveau chauffe. Il était un peu froid au début. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a encore une fois clairement un avantage pour les Américains, culturel. Maintenant, je ne suis pas absolument 100% convaincu de cette histoire de les Français n'aiment pas les entrepreneurs en général, parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas du tout autour de toi, qui n'est pas palpable du tout en fait. C'est des trucs, ces espèces de nébuleuses qu'on voit sur Internet où tu te dis, regarde en fait dans l'espace commentaire, des shorts, des TikTok ou de vidéos YouTube quand ça parle entrepreneuriat, les gens sont pas contents, ils aiment pas, ils viennent, ils écrivent des méchants commentaires, etc. Mais ça, je trouve qu'on le voit quand même énormément aussi aux États-Unis. C'est pas quelque chose qui est propre à la France du tout. C'est quelque chose qui est propre aux réseaux sociaux. Et si je réfléchis autour de moi, je ne vois pas non plus de haine vis-à-vis de l'entrepreneur. D'ailleurs, en fait, si je réfléchis autour de moi, que ce soit des gens de gauche, de droite, j'ai un petit peu de tout, les gens ont tous l'air d'être plutôt enthousiastes. Si jamais tu dis par exemple toi que tu as un projet entrepreneurial, les gens veulent en savoir un peu plus, te motiver, ils veulent te voir réussir, enfin a priori je pense. Et en fait c'est quelque chose qui encore une fois est tellement pas palpable que j'ai l'impression qu'on confond la haine des grands chefs d'entreprise, de grands groupes et de grosses boîtes, les grandes entreprises, avec l'entrepreneuriat en général. L'entrepreneuriat en général des gens qu'il y a autour de nous, j'ai l'impression que c'est plutôt vertueux dans l'esprit de tout le monde. Le boulanger, le pâtissier, le poissonnier, le charcutier, le fromager, la TPE, n'importe qui lance son truc, l'agence de voyage du coin, ce que tu veux qui est autour de chez toi. J'ai l'impression que pour tout le monde, globalement, il y a un esprit bon enfant quand même pour la plupart des gens. J'ai l'impression vraiment. J'ai l'impression que cet entrepreneuriat-là, les gens l'apprécient. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est ce qui est con hein, d'ailleurs, parce que c'est vraiment le côté David contre Goliath, où dès que c'est une très grande entreprise, c'est les méchants. Mais toutes les petites essaient de devenir grosses, et puis le jour où c'est une grosse entreprise, c'est méchant. Mais fondamentalement, c'est ça. C'est les grandes entreprises. C'est, je sais pas moi, le patron de Carrefour. C'est le patron des patrons du CAC 40. C'est ces trucs-là. Okay. Mais donc il y a plusieurs natures d'entrepreneuriat pour moi dans tout ça à ranger, tu vois. Moi, justement, je parlais pas des grands, parce que les grands, c'est une évidence. Alors, je prends mon expérience personnelle, mais je ne partais pas de celle-là pour faire mon argumentaire tout à l'heure, parce que j'aime pas partir de l'expérience perso qui est souvent trop différente de la réalité globale. Mais autour de moi, de manière générale et aussi loin que je me souvienne, j'ai beaucoup plus entendu de choses négatives, y compris sur les petits entrepreneurs, oui, j'ai beaucoup plus entendu de choses négatives que de choses positives. Partout, tout le temps, et que ce soit des ébénistes, des plombiers, beaucoup moins effectivement avec certains que tu as cités qui sont les services de proximité. Poissonniers, bouchers, boulangers, eux, ils ont un peu un traitement différent. Mais dès que ça coûte plus de 100 balles, en fait, globalement, j'ai l'impression que les gens n'aiment pas, parce qu'ils n'aiment pas ce côté libre, ce côté liberté, ce côté 60 000 euros. Tu vois, quand les gens entendent je fais 60 000 euros par mois, par exemple, un plombier qui fait 60 000 euros par mois, s'il a une équipe et tout, bah, c'est pas beaucoup quoi. S'il a des gens à payer, il a du matériel, etc. Un restaurateur qui fait 60 000 euros par mois, c'est vraiment pas beaucoup. J'avais vu des seuils de rentabilité et tout, il faut qu'il y ait quand même plusieurs centaines de milliers, enfin ça va assez rapidement dans des gros chiffres parce que y a plein de choses à payer, etc. Et les gens font pas du tout ce calcul-là parce que les gens sont déconnectés complètement de ce truc-là. Et donc moi j'ai l'impression que globalement les gens n'aiment pas. Et n'aiment pas dans le sens... pile tout ce que tu as dit, mais l'inverse. En tout cas, de mon expérience et de ce que j'ai pu ressentir. Et pas forcément qu'avec les grands. Parce que les grands, c'est une espèce de haine complètement irrationnelle qui n'a aucun sens. Les petits, c'est vraiment plus de la haine de serpent, tu vois. Une espèce de serpent de... je vois ce que tu veux dire. Mais... Ça, enfin, c'est des petites choses. Et moi, j'ai vu et j'ai jamais subi moi... Enfin si, j'ai subi moi-même de la part de
certaines personnes de mon entourage ce truc-là, mais c'est pas ça qui m'a le plus touché, je pense. C'est de le voir pour d'autres gens. C'est-à-dire des salariés, des personnes et tout, qui ont une espèce de haine pour le plombier, le chauffagiste, l'ébéniste. Et ces trucs-là, moi, c'est ça que j'ai vécu beaucoup, notamment étant plus jeune, et je me disais, merde alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce pauvre ébéniste, tu vois. Et donc, j'ai un peu eu ce truc de... je pense qu'on a un désavantage lié à ce truc de liberté. Les gens n'aiment pas les gens qui ont de la liberté parce qu'eux n'en ont pas. Pour revenir aussi sur la question culturelle qui me semble avoir une résonance assez forte sur la question de la réussite business, le rapport à l'argent aussi est quand même un truc assez important. Notamment, j'ai l'impression qu'on a un rapport assez pudique à l'argent qui vient peut-être, à mon sens, du catholicisme par rapport à des pays protestants, justement, comme les États-Unis. Et je me dis que ça peut changer aussi un petit peu le rapport à l'entrepreneuriat, à l'argent, etc. C'est une question que je me suis posée, autant que l'histoire des États-Unis, quoi. Ils sont plus protestants que nous, mais ils sont plus puritains. Après, j'ai réfléchi tout seul et je me suis dit, le puritanisme, c'est plus premièrement vis-à-vis de la femme, ensuite vis-à-vis du corps et tout. Donc peut-être que l'argent a réussi à esquiver la culture puritaine. Et effectivement, peut-être que chez nous, ça vient du catholicisme et du fait que c'était pas la majorité des gens qui avaient... Enfin, que l'argent était hyper centralisé. Ce qui a été le cas aussi pour les États-Unis, mais moins longtemps. Beaucoup moins longtemps. Alors que nous, ça a duré un sacré paquet d'années où c'était partagé entre... Mais vous voyez, je le décris avec des mots vraiment aimants pour la France. Vous voyez, je dis c'est un rapport pudique à l'argent. Les gens ne disent pas ça comme ça en général quand on parle rapport à l'argent avec les Français. Moi, je vois ça comme un rapport pudique. Et une pudeur, c'est quelque chose qui se débloque aussi au fil du temps. Tu vois, tu t'ouvres un peu plus. Je pense que c'est clairement ce qui est en train d'arriver, petit à petit. C'est clairement ce qui est en train d'arriver. Je pense qu'on a des biomarqueurs. On n'est pas dans la biologie, mais une émission comme Qui va être mon associé. Qui va être mon associé, c'est ça, Qui va être mon associé. Qui marche bien. Je pense qu'ils en sont à la 3e ou 4e saison, qui est pour moi typiquement un biomarqueur de l'état général du corps qu'est la France, pour dire que là il se passe des choses, il y a des indicateurs intéressants qui montrent qu'il se passe quelque chose profondément, même si je sais pas quel est le rapport en général de la gauche en général en France à l'entrepreneuriat, parce que la gauche est normalement quand même numériquement dominante, il me semble, en France. En France, non. Non, c'est pas le cas. On en avait parlé tous les deux. Oui, mais si on cumule, par exemple, chiffres. tout le vote de tous les partis des dernières présidentielles, par exemple, il me semble que numériquement, on arrivait juste à une domination quand même de la gauche. Non, je crois pas. En volume, justement. En nombre de Français. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Je te parle pas des gens qui, de ton point de vue, sont profondément de droite et votent à gauche. Je sais. Non, juste attends, gens qui votent vraiment. Il me semble que c'est un rapport qui est quand même assez torturé, je trouve, à l'entrepreneuriat quand t'es à gauche. C'est facile d'avoir un entrepreneuriat de gauche, mais en même temps, c'est un rapport qui est plus de l'ordre de la mission. Tu cherches le mot incohérent? Non, pas incohérent. Okay. Non, parce que moi-même, à un moment, je me suis retrouvé un peu dans ce cas de figure, donc je dirais pas incohérent. Mais je sais pas, en fait, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir rencontré, moi, malheureusement, de mon vivant, beaucoup de gens qui sont des personnes à gauche de l'échiquier et qui sont des entrepreneurs. J'en ai pas rencontré beaucoup. J'ai tendance à croire qu'ils existent. Je sais pas où ils sont, mais ils sont pas autour de moi en tout cas. Après, le truc c'est que... J'ai été plutôt l'exception. Oui. Tu vois. Et tu es sorti de cette exception qui fait que l'exception n'existe plus. Non mais alors oui, et puis le truc c'est qu'il y a différentes gauches. Tu me fais penser, je recite la série que j'ai citée dans le dernier épisode Outlanders, où tu as une scène à un moment où il y a une nana qui fait une gaffe. Et elle dit mais non, mais vous embêtez les Écossais et tout, laissez les Écossais tranquilles et tout, alors que les Écossais normalement sont les vassaux, tu vois, du roi en Angleterre. Et donc à un moment elle fait tout son truc alors qu'elle est entourée d'anglais sur une table, tu vois, ils sont dans un dîner, un petit buffet avec le petit doigt levé et tout, ils font ils sont comme ça, genre tout le monde est là genre non, vous voulez dire le roi. Il faut, tu vois, vous voulez parler du roi, pas les Écossais, il faut... Et ça a fait la même chose avec ce que tu viens de me dire là, genre tu veux dire maintenant tu es... Putain, j'ai pas les mots. Passer du côté obscur. Non, mais vassal quoi, du roi. Enfin, en gros, tu veux dire, tu dois ton respect et fidélité au roi. En gros, c'est oui, exactement. Il y a vraiment ce truc-là, genre, qu'est-ce que tu viens de dire, quoi. Qu'est-ce que tu viens de dire, Alexis? Arrête. Voilà, bon, je t'ai coupé. Je sais plus ce que tu voulais dire. Moi, j'étais sur le fait que tu es du coup passé du bon côté de la balance. Et plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça...
Évidemment que c'est moi qui le dis, je suis du même côté de cette balance. Je vais pas tirer sur le bateau non plus. Non mais voilà, je pense que j'en ai pas rencontré beaucoup non plus. Et voilà, le point que je voulais aborder, c'était que après c'est qu'il y a différentes gauches. Il y a vraiment différentes gauches et je pense qu'il y a des gauches. Tu sais qu'il y a une gauche libérale, ça existait ça. Je suis tombé dessus il y a pas longtemps. Il paraît que ça a été un petit courant mineur. Je sais pas ce que ça veut dire du coup, mais je lançais c'est juste pour voir si ça te parle ou pas. Ça me parle pas du tout. Et pourtant j'ai étudié la science politique pendant des années, donc j'en ai vu des parties. Mais la gauche libérale, tu sais que ça existait? J'ai dû oublier. On a dû le voir, mais ça me parle pas du tout là, honnêtement. Donc vraiment ouais, j'ai oublié. Allez. Ouais, allez. Changeons de sujet. Oublié, non, mais le communisme, le truc, non, j'ai oublié. Ça n'a pas existé. Ça aurait pas dû en tout cas. Et le truc, c'est qu'il y a plusieurs gauches. Il y a ce qu'on peut appeler une gauche sociale. Alors moi, ça, c'est le truc préféré. C'est le truc préféré que j'aime entendre. C'est les gens qui me disent je suis économiquement de droite et socialement de gauche. En fait, c'est très arrangeant de dire ça, je trouve. J'adore, mais c'est tellement facile. C'est tellement facile. Et ça veut dire quoi socialement de droite? Ça veut dire que t'en as rien à foutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis socialement de droite. Je ne me pose pas la question. Socialement de droite, ça veut dire, je sais pas, que tu supprimes le code du travail, que tu supprimes le droit du commerce, que tu supprimes tous les codes, tous les droits, tous les bouquins, tu supprimes tout ce que tu peux supprimer. Tu supprimes tout ce que tu peux supprimer. et après, tu vois comment ça se passe. Non, mais donc ça, c'est une des phrases que j'adore. Je suis socialement de gauche et économiquement de droite. Ta gueule, tu es de droite et tu n'assumes pas. C'est vraiment tout ce que j'entends quand tu me dis ça. Je pense que les gens sont très perdus sur la gauche-droite. La vérité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui sont juste politisés, mais mild, tu vois, genre gentiment, et qui comprennent pas qu'il y a vraiment des droites très très différentes et des gauches différentes aussi. Ouais, et je pense que les gens se rendent pas compte. Quand les gens disent qu'ils sont de droite, ça veut pas forcément dire grand-chose, tu vois. Entre une droite libérale, une droite vraiment libertarienne, une droite identitaire, une droite conservatrice, une droite identitaire et protectionniste, conservatrice, et tout ça, c'est pas la même chose. Donc en fait, les gens se rendent pas compte en fait de ce que ça veut dire être de droite. Je pense qu'il faut, et de toute façon, fondamentalement, gauche-droite, c'est un peu léger, hein. Oh, c'est très léger, on va pas se mentir. C'est très léger, mais en même temps, ça facilite la discussion, je trouve. Ça donne une direction. C'est ça donne une direction, on sait, ok, lui machin. Donc ça facilite quand même pas mal. Et c'est la direction égalité ou liberté, hein, fondamentalement, de base, avant d'aller plus loin, tu vois. Ouais, voilà, si on veut vraiment résumer, est-ce que t'es plus pour la liberté ou plus pour l'égalité? Eh ben rien à foutre de l'égalité. Je savais. Je me suis dit là, je vais tendre une perche, il va sauter dessus, il va pas pouvoir s'en empêcher. Comment ça, je suis pas contre l'égalité, c'est juste que rien à foutre de ton égalité. Donc non, c'est pas. Qu'est-ce que tu penses du nouveau président d'Argentine? Alors j'ai vu tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais, okay. Je me tiens pas. Enfin là, j'ai pas le temps en ce moment. Ouais, mais je veux dire, l'info aurait pu arriver comme ça. Tu veux dire que t'étais au courant que depuis genre aujourd'hui? Oui. Ok. Après, j'ai lu en travers un article. Du coup, j'ai vu qu'il avait supprimé. Enfin, en gros, il veut gérer son truc comme une entreprise. Il veut désendetter. Le truc qui a fait le plus parler, je crois que c'est qu'il a supprimé l'encadrement des loyers en Argentine, à Buenos Aires. Et du coup, a priori, là maintenant, ce qui se passe, c'est que les propriétaires et les locataires peuvent faire leur contrat un peu comme ils veulent, faire un peu tout comme ils veulent, etc. C'est beaucoup plus libre. Ça a été assez brutal et a priori, le marché a très vite réagi, puisque je crois que ça a fait, je sais plus, je vais dire des bêtises, x2, un truc comme ça, sur le nombre de logements mis en location. Des prix qui ont baissé de 20 à 30%, parce que l'offre a considérablement augmenté. Enfin, ça a eu tout de suite un effet important sur le marché immobilier, sur la capitale. C'est le principal truc que j'ai retenu. Et je sais qu'il y a plein d'autres trucs en cours. Je crois que c'est plus qu'un président libéral, c'est vraiment un libertarien. Ah oui. C'est un mec qui veut juste ouvrir les vannes de tout. Et ensuite, il s'en va et il est content, il a fait son truc, quoi. Genre, il est là pour faire le ménage. Ça doit faire du bien à des pays comme ça qu'on a bouffé pendant plus de 100 ans. Moi, le truc que j'ai vu, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il a dit que quand il serait au pouvoir, il mettrait 1 an à effacer la dette. Il a mis 1 mois. À effacer la dette? Ouais, il a mis 1 mois à effacer la dette. En fait, il a juste coupé énormément de dépenses et vendu énormément de trucs et maximisé les rentrées sur les trucs qui étaient les plus intéressants. Alors, apparemment, parce que j'ai creusé un peu, parce que je trouvais ça
Un mois, je me suis dit, c'est quand même court. Ouais, j'ai du mal déjà. Faudrait un peu plus de détails là, parce que là, j'avoue que j'ai du mal. J'ai creusé un peu. Apparemment, pour l'instant, c'est uniquement numérique. C'est-à-dire que c'est uniquement comptable. Et ça aura des répercussions sur plusieurs années, évidemment. Il faudrait apparemment attendre à peu près 2 ans pour voir les véritables répercussions. Mais en fait, c'est une projection, ce truc d'effacement de dette. Il aurait réussi en coupant une énorme partie des dépenses et en orientant seulement sur certains trucs qui rapportent à effacer la dette sur 2 ans. Donc, ok, c'est-à-dire que dans 2 ans, en gros, Voilà. là, basé sur ce qu'il a fait maintenant, Exactement. les répercussions de ça, c'est que dans 2 ans, la dette est à 0, c'est ça. Exactement. Et donc, C'était une grosse dette, l'Argentine ouais, pas mal, je crois. Je crois pas mal. Ils ont beaucoup Autant que la emprunté France aux États-Unis. Oula, ça, j'en sais rien. Là, tu vas Ouais. trop loin pour moi. Mais la France ne fera jamais ce genre de pratique. C'est pas possible. Je crois, on a quoi? On a 1 an ou 1 an et demi de PIB de dette, un équivalent de dette, je crois, un truc comme ça. Je suis pas sûr. Alors, attention, ouais, est-ce que tu parles par habitant ou par... Non, le PIB total de la France, au total. juste pour dire un ordre d'idée de ce que ça représente la dette en France, je crois que c'est 130%, un truc comme ça. Donc je pense qu'on n'est pas loin d'1 an et demi de PIB de France. Là, tu es en train de vérifier, je pense. Ouais, mais là, c'est facile. J'ai un chiffre de 2019 qui n'est certainement pas Ah le non, chiffre. non. Non. Il va falloir des chiffres plus récents, ouais. Ouais, 102. 102? 103. 130? Non, 103% du PIB. Je suis allé à 130, moi. Hein. Il y a plus t'as d'un fait qui ton saute Louis au plafond en m'entendant. J'ai fait une Louis, ouais. 130, c'est beaucoup Louis. plus. C'était peut-être le cas 3088 milliards. Ouais, ok. Et j'ai l'Argentine, pensé à- du coup, c'est ce que je voulais, c'était comparer, Ah en oui. fait, me faire une idée pour savoir si demain, un président arrive au pouvoir et peut effacer la dette en 1 mois en France. 265 milliards. Donc ils sont très très loin de Il nous. faut en pourcentage. Faut que je... Bah, nous on est à 3088 et eux ils sont à 265. Ok, ouais. Bah, de toute façon, après, je connais pas leur pourcentage, ça me permet de le mettre en relation avec leur PIB quand même. Ouais, je comprends. Là, j'ai pas de pourcentage. Mais Ok. bon. Non, mais Globalement- dans tous les cas, ce que je trouve intéressant avec ce qui se passe en Argentine, c'est que tu sois pour ou contre, ça a le mérite d'être un vrai petit laboratoire à ciel ouvert qui va permettre de tester et de voir en gros qui a raison, quoi. C'est vraiment ça qui va se passer, c'est-à-dire Exactement. il va soit mettre tout le monde d'accord et la planète entière va aller dans la même direction, main dans la main. Bien Et, sûr. on sera- soit ça va être une poubelle géante. Un fiasco, ouais. Ça va être un enfer, un fiasco, et peut-être qu'on pourra tous en tirer des leçons et regarder ce qui s'est passé. Et Donc ça va être peut-être que- intéressant, je pense, dans tous les cas. Je pense qu'aussi le plus probable, c'est que ça passe par plusieurs phases. À mon avis, il va y avoir des hauts et des bas. Et je pense que quand il va y avoir des bas, les gens vont s'empresser de pointer du doigt et d'hurler aux salauds libertariens. Mais à voir ensuite, quand il y aura des vraies répercussions, ce sera vraiment ancré, qu'il y aura des gens qui seront nés dans ce pays avec ces éventuellement nouvelles mentalités, etc. Ce que ça peut donner, ça peut être intéressant. Ouais, c'est vraiment sur le très long terme, quoi. Moi, j'ai tendance à penser que même si ce nouveau système marche et que tout ce qu'il fait marche, les gens qui seront pas d'accord sont toujours pas d'accord. Ouais, mais ils meurent après. Je trouve qu'ils trouveront un moyen de pas être d'accord, tu vois. C'est-à-dire qu'on continuera d'avoir des reportages blast en France qui expliquent pourquoi, même dans 10 ans, tu vois, ça a pas marché en Argentine, même si ça a marché, mais ça a quand même pas marché. Putain, Et ils l'enfer. expliqueront pourquoi ça a pas marché, tu vois. Je dis, les gens Ouais. pas d'accord seront toujours pas d'accord parce que il y a toujours un loup quelque part. Je sais pas, il y a toujours un truc. Il y a Aucun toujours un système truc. n'est parfait. Le système ne sera pas parfait. Et le problème à gauche, c'est peut-être de chercher à tendre vers une forme de perfection qui est illusoire. Mhm. Et du coup, ça fait qu'il y a toujours un loup quelque part. Il voit toujours un truc qui va pas. Et en fait, ils se rendent peut-être pas compte qu'il y a toujours quelque chose qui va pas, même dans leur système à eux, en fait. Donc peut-être qu'ils préfèrent le trade-off que eux ils font sur ce qui va pas dans leur société par rapport à la tienne, par exemple. Mais pour le coup, peut-être qu'aujourd'hui, je préfère effectivement ce qui va pas dans ta société plutôt que celle de Blast. Ouais. Je pense aussi. Je pense aussi. Et je pense que ce serait un exercice très intéressant. Tu sais qu'il y a une période où j'ai commencé à rédiger un essai sur l'état parfait, selon moi, ça devait être en 2017. J'étais au lycée. J'avais des pratiques particulières au lycée. Il y en a qui jouaient au foot. Moi, je rédigeais des essais. Et j'ai fait ça qu'à ce moment-là. J'avais rédigé un essai sur ce qui pour moi était l'état parfait. Alors évidemment, avant, j'avais défini parfait.
Parfait, c'était celui qui fonctionne le mieux, dans le sens, je ne me rappelle pas tous les détails, mais on n'était pas sur maximiser le bonheur des citoyens. C'était pas l'objectif principal. Dans le sens où ça faisait vraiment partie du calcul, c'était important, mais c'était... j'aime beaucoup l'image du bocal. Quand tu donnes de la liberté à quelqu'un, en fait, tu lui crées un cercle de liberté et il peut faire tout ce qu'il veut tant qu'il reste dans le bocal. Et donc, lui, il a l'illusion qu'il est complètement libre, parce qu'en plus, un poisson dans un bocal, il n'a pas conscience de la taille du bocal. Il ne se rend pas compte que le bocal est microscopique par rapport à l'immensité du monde. Et du coup, j'avais créé un système politique basé sur plusieurs choses, sur plusieurs points intéressants. Premièrement, la direction du pays n'était donnée qu'à des gens qui étaient nés pour ça. Nés et coupés du reste de la population. Complètement coupés. Pour avoir des gens qui ne sont que entraînés pour diriger, pour prendre des décisions, pour mener une barque, pas impactés par des ressentis émotionnels, pas impactés par les avis des autres, etc., etc. Deuxièmement, il fallait impérativement qu'ils soient plusieurs et un nombre impair. J'ai mis beaucoup de temps à m'arrêter entre 5 et 7. J'ai fini par m'arrêter sur 5, il me semble. À la fin, je me suis arrêté sur 5. Parce que 7, c'est beaucoup et ça devient difficile de se mettre d'accord sur 7. Et en plus, dire au peuple français qu'on va prendre 7 personnes, qu'on va les couper, enfin 7 bébés, qu'on va les couper du monde, je trouvais ça galère. Au niveau éthique, je me suis dit que 5, ça passait mieux. Et en fait, j'avais créé tout un truc, tout un espèce d'essai, tout un système de partis. Donc il n'y avait pas de vote et tout, hein, mais c'était une assemblée. Enfin, c'était assez intéressant. Ce serait cool que je le retrouve, parce que je ne l'ai pas cherché depuis des années, en fait. Je viens juste d'y repenser là. Mais j'avais créé tout ça. Je pense que j'ai beaucoup changé d'avis. Mais j'avais trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Alexis ? Bah écoute, j'en pense que tu mériterais le titre de dictateur le plus cool à la place de Nayib Bukele. Voilà ce que j'en pense de ton système. C'est super sympa. Mais par contre, ça rejoint un point, c'est pas que un compliment. Oh, moi je l'ai pris à 100% comme un compliment. Très bien. En plus, tu l'as vraiment dit avec un timbre de voix, vraiment, t'avais l'air content. Ah ouais, vraiment, ouais. J'ai vraiment trouvé ça cool. J'ai pas l'air d'en prendre 8 ans là d'un coup. Je vais peut-être le reprendre cet essai finalement. Non, mais par contre, ça rejoint un point. J'ai l'impression que tu vas peut-être être raccord avec ça. Alors déjà, j'ai l'impression que tes propositions partent du principe que le gouverner et la prise de décision à très haut niveau, comme ça, c'est un skill, c'est une compétence à part entière et c'est un truc qui n'a rien à voir avec le fait que le peuple arrive au pouvoir, etc. Déjà, est-ce que j'ai l'impression que c'est ça, déjà, la base de ton raisonnement. Ouais, il y a ça et le côté émotionnel dont il faut se séparer. C'est les deux points principaux, je pense. Ce qui t'éloigne vachement de la démocratie athénienne. Je t'aurais cru pour faire des référendums tous les 4 matins et faire un truc un peu comme ça, mais a priori pas du tout. A priori pas trop. A priori pas trop. Et c'est marrant parce que je savais pas qu'on avait ça en commun. Écoute, j'ai un point, un truc. Alors non, c'est pas tout ton système sur lequel... parce que voler des bébés à la naissance... c'est ce que j'allais dire, toi c'est juste voler des bébés que t'aimes bien. Exactement, moi c'est que ça qui m'intéresse. Mais plus sérieusement, il y a une réflexion que je me fais depuis plusieurs années, avec laquelle... En fait, quelque chose avec lequel je ne suis pas en phase. Quand tu regardes du contenu politique, ça a l'air d'être vraiment le Saint Graal, le truc qui est mis en valeur et noble, autant à gauche qu'à droite, etc. C'est l'idée d'une démocratie parfaite, athénienne, avec le peuple souverain qui vote tout le temps, etc. Et j'avoue qu'au plus profond de moi-même, je ne me suis jamais senti complètement en accord avec ça, pour une raison toute simple, c'est que j'ai l'impression que la plupart des gens, ça rejoint mon point de tout le temps, hein, que la plupart des gens ne savent... absolument pas de quoi ils parlent la plupart du temps sur la plupart des sujets. Donc, quand on demande au peuple de voter pour savoir s'il faut garder le parc nucléaire ou pas en France, je ne comprends aucune foutue idée. Et donc, ils se font leur opinion. Alors moi, je veux bien, ce système fonctionnerait, la démocratie athénienne, si le 5e pouvoir, c'est le 5e, c'est ça, la presse ? C'est le 5e. Ouais, c'est ça. Si le 5e pouvoir était parfait, si on avait une presse parfaitement pluraliste, parfaitement représentatif de toutes les opinions, avec vraiment un temps de parole et de présence parfaitement respecté
pour toutes les opinions les plus divergentes possibles, même sur les chaînes d'infos en continu, qui sont ce que regardent plein de gens qui vont pas sur YouTube, etc. Si on avait vraiment un cinquième, moi je pense que c'est le quatrième pouvoir. Putain, oui, c'est le quatrième pouvoir. Ouais, le quatrième. Si on avait un quatrième pouvoir absolument parfait, donc en fait je suis en train d'écrire une utopie. Oui. Pour moi, cette utopie permettrait à l'autre utopie d'exister, c'est-à-dire la démocratie athénienne la plus parfaite et pure possible. Mais j'ai jamais vraiment cru en système parce que j'ai l'impression que les gens, la plupart du temps, sont juste à côté de leur pompe sur la plupart des sujets. Et ils se font une opinion très rapide sur quelques vidéos qu'ils vont regarder sur YouTube ou un mec qu'ils vont écouter sur un plateau télé ou sur rien, sur leur petite cousine qui leur a dit un truc. Et à partir de ça, les gens ont un droit de vote sur des tas de sujets différents, dans l'idée de la démocratie parfaite, avec des référendums, etc. souvent. Et ça, c'est un truc avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et donc, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ton système. Ouais, et là, moi, du coup, j'ai deux sujets. Il y en a un qui est vraiment touchy, donc on en discutera en off pour voir si je peux me permettre de l'aborder dans un prochain podcast, mais il y en a un qui est plus simple. Okay. Du coup, tu es contre le droit de vote universel. Je suis contre le droit de vote universel, c'est-à-dire le droit de vote universel, c'est le fait que quiconque ayant la nationalité française à 18 ans a le droit de voter. N'importe qui. Mais toi, tu parles juste du présidentiel, de législatif, des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que tu es pour ou contre le droit de vote universel ? Non, pas du tout. Je suis pas contre voter et d'avoir une opinion et une intuition personnelle sur le système dans lequel on doit vivre dans son ensemble et les fondations de ce système. Ce que je suis contre, ensuite, c'est d'avoir en fait absolument n'importe qui, pour le dire plus noblement, monsieur et madame tout le monde, qui va donner son avis sur un tas de sujets sur lesquels il est complètement à côté de la plaque. Et pour ça, pour moi, le meilleur système devrait fondamentalement être une démocratie qui est d'une façon ou d'une autre représentative. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, on a des groupes de gens qui savent de quoi ils parlent, contrairement à la majorité des gens. Et c'est normal, parce que la majorité des gens, on a tous un métier, on a tous nos expertises, on a tous nos expériences de vie, etc. On ne peut pas avoir une opinion sur n'importe quoi, sur n'importe comment. Donc il y a des groupes de gens. Imaginons qu'il y ait un groupe de gens spécialisés sur l'énergie. Je pense que ce groupe de personnes serait plus à même de prendre de bonnes décisions sur le long terme. Et je dis bien sur le long terme, ce qui m'amène d'ailleurs au deuxième point sur lequel je suis probablement fondamentalement en désaccord avec la manière dont le système fonctionne aujourd'hui, c'est que je ne comprends pas pourquoi on renouvelle le gouvernement tous les 4 ou 5 ans. Oui. Alors, ou tous les 2 ans, je crois, pour les législatives, mais je parle sinon des présidentielles. Je ne sais même plus si c'est 4 ou 5, je suis perdu avec les États-Unis. Tout est 5. En France, tout est 5. États-Unis, c'est 5 aussi ? Non, États-Unis, c'est 4. Ouais, c'est ça. États-Unis, c'est 4 et il y a un décalage avec leur législative à eux, enfin avec leurs sénateurs. Nous, c'est 5. Pour moi, ça ne fait pas sens. Ouais, si tu veux vraiment, j'ai jamais. Je pars de manière indicative. J'ai jamais compris. J'étais sorti du ventre de ma mère, je comprenais déjà pas. Je me suis dit, mais ils sont bêtes, les gens, quoi. En tout cas, c'est ma conviction depuis pas mal d'années, au point où je me rappelle pas quand est-ce que j'ai pensé autrement. J'imagine il y a fort longtemps. Mais je ne comprends pas l'idée de renouveler un gouvernement tous les quelques années comme ça, parce que j'ai l'impression que du coup, on ne va nulle part. Et c'est profondément quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord avec l'idée d'une démocratie pure et parfaite non plus. Mais plutôt d'une démocratie, ce qui est d'ailleurs le cas actuellement. On est déjà dans une démocratie représentative. J'imagine probablement quelque chose d'un peu différent que ce qu'on a aujourd'hui. Mais dans l'idée, dans le fond, je suis plus d'accord avec quelque chose de représentatif qu'une démocratie directe, avec un référendum toutes les semaines sur plein de sujets différents. Ouais, mais du coup, ça, c'est pas le cas chez nous. De quoi ? Lequel point ? La démocratie directe, c'est pas le cas chez nous. Non, c'est pas le cas chez nous. Du coup, est-ce que le système actuel français te va ? Bah non, parce que c'est pas exactement ce que je décris non plus. Okay. En fait, on a juste un parlement avec des gens qui décident et tout, mais le fait d'avoir des élus n'en fait pas des experts de plein de sujets non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, j'ai jamais fait cet exercice que tu as fait quand tu étais plus jeune. Moi, je pense que si je devais essayer là d'improviser, j'imaginerais un méga parlement, le Congrès français. Et il y aurait différentes chambres avec, je sais pas, des thématiques. Et il y aurait vraiment des gens qui savent à chaque fois exactement de quoi ils parlent. Idéalement, si on arrive à faire un truc un peu représentatif où on se dit là, il y a des gens de gauche et de droite dans chacun des sous-branches, tu vois, ce serait intéressant. Pourquoi pas ? Mais il faudrait faire une synthèse par sous-groupe de grands sujets et de grands enjeux, que ce soit l'énergie. J'ai que l'énergie en tête comme exemple. Tu peux me donner d'autres exemples, là j'en ai pas d'autres. Il y a tout, et je parle pas de sujets la sécurité, la etc. politique étrangère, le nucléaire. Il y a des sujets sur lesquels c'est pas, tu vois, on peut faire un référendum sur l'avortement pour dire si les Français sont pour ou contre l'avortement. Je veux dire, c'est pas compliqué, je trouve, d'avoir une intuition profonde de si tu décides d'être pour ou contre ça. Ça n'a rien à voir avec choisir s'il faut démanteler le parc nucléaire ou pas, tu vois.
Et ça me fait Donc penser... c'est ça mon point. Ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Moi, pour moi... T'es d'accord avec tout ce que je dis du coup? Là, je suis d'accord à peu près avec tout. Alors, pas sur le côté démocratie, parce que moi, je pense que la démocratie est une hérésie. Je pense que les gens ne sont pas assez compétents pour choisir, pour accéder au pouvoir encore moins. Alors là, vraiment, vraiment pas. Mais pour choisir qui va accéder au pouvoir, non plus, pas du tout. Je pense que les gens sont complètement incapables. Après, je sais même pas comment mon système fonctionne dans une démocratie, ce que j'ai décrit. Bah ouais. J'ai pas les rouages en tête, tu vois. J'ai l'impression que je suis en train de décrire un système qui est juste pas démocratique, peut-être. Bah, alors, premièrement, tu décris un système qui n'est pas démocratique, et deuxièmement, tu décris un système qui est un peu comme le mien, c'est-à-dire quasi féodal, dans le sens où les gens vont se renouveler, quoi. C'est pas un compliment. Moi, je trouve que si, mais non, je plaisante. Mais les gens vont se renouveler. Non, tu plaisantes pas, non. Si, je plaisante à moitié. Enfin, non, mais on se comprend. Ça fait 12 épisodes qu'on se connaît, vous et moi, maintenant, on est habitués. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, dans mon système, il fallait effectivement que je résolve ce problème de l'humain meurt à un moment ou à un autre. Et ça, bah, c'est relou. Du coup, il faut trouver un moyen qu'il y ait un renouvellement. Pour qu'il y ait un renouvellement, bah, il faut les prendre bébés. Donc ça veut dire que tous les X temps, il faut aller chercher des bébés, il faut anticiper qu'ils vont mourir. Il faut anticiper aussi que quand on vieillit, on peut le voir avec notre très cher président américain, bah, on peut devenir sénile, on peut oublier des choses, on peut avoir une vision des choses brouillée, pas avoir plus de mal à prendre des décisions. Du coup, il faut prendre en compte tout ça. Donc il faut aller chercher des bébés à un certain âge. C'est pas lui qui les prend les décisions, hein, donc c'est pas grave. Oui, alors, je ne serais pas allé jusque-là, mais effectivement, il ne fait que les transmettre quand il y arrive. mais Beaucoup de balles perdues. Oui, mais on aime bien les balles perdues. Donc dans ton système, effectivement, soit ce sont les personnes en place qui ensuite vont nommer leurs prédécesseurs, soit il y a un système de vote. S'il y a un système de vote, tu ne résous pas le problème. Bah, s'il y a un système, ouais. Sauf s'il y a un système de vote parmi des personnes désignées par ceux qui sont actuellement. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que par exemple, s'il y avait un ministère du web, je dis n'importe quoi, toi et moi, on est bien positionnés, on désigne 5 personnes qui peuvent nous succéder et les gens votent entre ces 5 personnes. Tu sais que j'ai envie de bosser sur mon système là maintenant qu'on en parle du coup. Juste pour que je comprenne exactement à quoi je pense. Parce que moi, être dans la réflexion spontanée là comme ça, je me dis, attends, où est-ce que je veux en venir? Parce que là, en plus, on est dans un podcast. Je peux pas juste à un moment m'arrêter et réfléchir pendant 15 secondes, tu vois. Donc du coup, ça n'a pas marché quoi pour moi. Mais, non, mais parce qu'en fait, ce qui m'embête à l'idée de dire oui, on va pas faire une démocratie, c'est qu'évidemment, je veux toujours quand même réfléchir profondément dans mon système à ce qui est quand même un contre-pouvoir, à une dérive autoritaire, tu vois. Moi, ça me fait chier, tu vois, sur le principe. Qu'est-ce qu'on appelle dérive autoritaire? Donc déjà, de base, j'ai bien dit que dans mon système, on pouvait quand même renouveler le gouvernement. J'ai dit qu'il fallait pas le faire tous les 4 ou 5 ans. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire tous les... un peu plus d'années, tu vois, genre le double, j'en sais rien, 8-10 ans. 8-10 ans, j'ai l'impression qu'au moins les gens, pendant des années et des années et des années, ils vont arrêter de juste penser à l'étape d'après qui est oui, il va falloir se faire réélire, machin et tout. Ils vont juste pas avoir des années à se consacrer uniquement à leur politique, à leur vision et à aller quelque part, quoi, et à faire quelque chose. Donc je trouve que déjà 8-10 ans, c'est quand même bien lourd par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Je trouve que c'est pas mal. Puis après, j'ai pas la science infuse, hein. Je sais pas si c'est 10 ou 15, hein. Ça se trouve 15, c'est encore mieux, je sais pas. Non, mais le but de cet exercice, c'est pas d'essayer de trouver le truc qui va le mieux marcher, mais celui qui va le plus te plaire selon tes critères aussi. Évidemment que, en vrai de vrai, hein, si je remets ma casquette quand même de mec qui parle sur internet à plein de gens, évidemment qu'une oligarchie où on va voler des bébés, c'est pas ouf. Mais c'est purement fictionnel, c'est purement fictif. C'est purement un exercice psychologique, un exercice mental. Et du coup, avec ton truc, c'est pareil. Moi, dans l'essai que j'écrivais, j'essayais pas de décrire la société dans laquelle je voulais vivre. J'essayais de décrire la société que je trouverais la plus intéressante si je lisais un livre. Et du coup, j'avais décrit ça. Et toi, c'est un peu la même chose. Évidemment que se dire c'est pas une démocratie, mais du coup, tu réduis la parole des gens et tout. Évidemment que c'est pas cool et qu'on n'a pas envie de ça. Après, est-ce que c'est pas aussi parfois la solution à certains problèmes? Et ça, il y a beaucoup de gens... Et ça. On pourrait terminer le podcast là-dessus. Et ça. Mais même à gauche, hein, ils sont les premiers à se dire putain les mecs, une démocratie ça marche pas en fait, on veut imposer une forme de dictature en fait. Alors oui, mais parce qu'on pense que l'écologie c'est le sujet le plus important de nos générations et donc on veut pouvoir l'imposer, imposer nos normes,
imposer nos systèmes, imposer notre façon de faire. Et donc, en fait, les mecs, une démocratie et un marché libre, etc., ça va pas le faire, ça va pas fonctionner. Donc, il va falloir cloisonner tout ça et ce sont les premiers à se dire que fondamentalement, la démocratie, elle nous embête un petit peu par rapport à nos dessins à nous, tu vois. Alors oui, et justement, pour moi, tu l'as très bien décrit. C'est-à-dire que là, ce que tu viens de dire, on peut le prendre dans deux sens. Le premier sens, Ouais. c'est pour atteindre leur objectif, qui est sauver la planète, si je parle vraiment avec des termes simples. Il va falloir qu'ils mettent en place des choses. Et on peut aussi le comprendre dans l'autre sens, moi je l'ai pris dans l'autre sens, qui est pour atteindre leurs véritables objectifs, ils ont trouvé un magnifique paravent qui s'appelle l'écologie. Et ils ont dit non, non, mais nous on va dans cette direction, promis. Et au fond, il y a une belle planète toute verte, tu vois. Et juste si tu regardes derrière la planète toute verte, il y a un doux souvenir stalinien, tu vois, qui moi me pose carrément problème et qui m'emmerde à fond. Et donc du coup, j'ai pas trop envie d'aller dans cette direction. J'ai un peu l'impression d'aller dans un couloir qui se rétrécit petit à petit et dans lequel à la fin on va me demander de partager les pâtes que j'ai achetées hier. Donc non, non, c'est pas mon délire. Quand est-ce qu'on parlera davantage d'écologie à droite? Ça, c'est un bon sujet. On a beaucoup parlé ensemble quand on était à Athènes. Parce qu'on a fait pas mal d'endroits, mine de rien, ensemble. Oui, je sais pas, on dirait une transition vers un truc, j'ai pas compris vers quoi. Non, non, il n'y a pas de transition. Tu veux qu'on parle C'est voyage que- du coup là? De Hop, Staline à la comme Grèce, ça. je sais pas. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. De Staline à la Grèce. Non, mais c'est que je viens de réaliser qu'on avait fait pas mal d'endroits ensemble. Parce qu'en fait, j'ai commencé à me dire, on a fait la Grèce tous les deux. Déjà, ça c'est quand même quelque chose. Puis ensuite, oui, puis c'est vrai qu'on est allé à Paris. Ah, puis c'est vrai qu'on est allé à Dubaï. Ah, puis c'est vrai qu'on a fait Nantes. Ah, puis c'est vrai que vous êtes venus chez nous en fait. Et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Et on en avait parlé tous les deux en Grèce, effectivement. On avait trouvé un petit café super sympa. Et dans ce café, on avait discuté pas mal de ça. Et t'essayais vachement de m'intéresser à la cause. Ouais, je te montrais profondément pourquoi l'écologie pouvait être un sujet de droite. Oui, c'est vrai. C'était ta manière de l'aborder en fait. Oui, bah, L'écologie évidemment. étant une science par ailleurs, donc il faut arrêter de dire écologie de base. Mais oui, et je sais pas à quel point ça t'a fait pivoter mentalement ou juste te dire peut-être un peu, ça a l'air un peu intéressant, Alors. même si de toute façon ça m'intéresse pas. En Mais fait, il y avait un petit il y a, truc. ce que ça m'a fait exactement, très précisément, ça m'a donné un argument. C'est terrible ce que je vais dire. Ça m'a, il faut pas que je le dise comme ça. Ça m'a donné, en fait, tu m'as offert sur un plateau d'argent un argument supplémentaire pour expliquer pourquoi ça me plaît pas. Enfin, pourquoi ça m'intéresse pas plutôt. Parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai jamais été climato-sceptique, je ne nie absolument rien, je sais que c'est dramatique, je sais que c'est terrible et je sais que bientôt ce sera un enfer et plus personne ne pourra bouffer des steaks, à part ceux qui voudront toujours bouffer des steaks. Mais juste, c'est pas trop mon dos, ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, je m'occupe d'autres trucs et ça m'intéresse pas. Et je sais qu'il y a des gens super compétents et je leur fais confiance. Et si une partie de mes impôts, peu importe le pays dans lequel je suis, va pour financer ces gens-là, c'est avec plaisir. Force à vous les gars et tenez-moi au courant si ça va mieux dans quelques années. Je le vois un peu comme ça. Maintenant, l'argument que tu m'as offert sur un plateau qui est magnifique, qui est pourquoi est-ce que ça m'intéresse pas du tout, parce qu'on me l'a toujours super mal présenté. Et en fait, maintenant, je me dis, c'est trop tard. On me l'a tellement mal présenté pendant 10 ans que maintenant, j'ai juste plus envie d'entendre quand on me le présente bien. Alors, quand on me le présente bien, je parle pas de toi, parce que toi, tu me l'as très bien présenté, on en a discuté, c'était un bon moment, j'ai appris des choses, mais quand je parle de si on en parle à la télé, s'il y a des spécialistes, etc., on me l'a tellement mal présenté longtemps que maintenant, ça m'intéresse plus. Et effectivement, le point pour moi principal qui pose problème aux écologistes et qui fait que ça ne se diffuse pas dans la tête de l'entièreté des gens, parce que même si on a l'impression que ça se diffuse, je pense que ça se diffuse dans un certain type d'individu, dans le cerveau d'un certain type d'individu, et que l'immense majorité des gens, ceux qu'on ne voit pas en fait, n'ont absolument rien à carrer. C'est tout simplement parce qu'on n'utilise pas les bons mots. Si on veut véhiculer un message, c'est comme de la vente. Si on veut vendre quelque chose, il faut parler de la bonne manière à la personne. Je vais pas te vendre un truc à toi. Je vais pas te vendre à toi qu'on va regarder un combat de MMA ensemble comme je vais le vendre à Victoria. Tu vois. Forcément, ça va être extrêmement différent. Si je vous le vends de la même manière, il y en a un des deux qui va pas vouloir. Évidemment, Victoria. Et C'était tout mon point en Grèce, hein, du coup. c'était beaucoup ton point en Grèce, effectivement. Et ça, moi, j'ai totalement adhéré. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais ça m'a pas fait changer d'avis. Ça m'a fait me dire que le problème, c'était ça. Et du coup, je me dis, c'est pas mon combat. Les gars, effectivement, si vous vouliez que ce soit
le combat de plus de gens, il faudrait mieux les aborder, mieux leur présenter. Il faudrait aussi accepter de faire des compromis et des concessions sur vos valeurs pour que vous puissiez présenter tout ça de manière un peu plus large et surtout venir parler à certaines personnes qui, pour l'instant, ne se sentent pas concernées. Moi, dans mon cas, c'est trop tard. Ouais, ouais. Ok. Moi qui pensais t'avoir peut-être fait un peu changer d'avis ou tu te dis maintenant, ouais, en fait, l'écologie, ça a l'air intéressant. C'est pas pour moi, mais ça a l'air intéressant quand même. Enfin, il n'y a même pas eu un. Le curseur a pas du tout bougé, quoi. Tu t'es pas dit. En fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai hyper envie de te dire que oui, mais non. Mais en fait, je pense C'est pas de l'écologie, tu vois. C'est en fait le genre de truc qu'on peut faire dans des boîtes qu'on dit au 21e siècle comme étant des boîtes alignées avec des valeurs écologiques, des trucs d'économie circulaire comme je te l'ai décrit ou d'autres types de projets, tu vois. Tu pourrais te dire, les projets en eux-mêmes, ils sont cool parce que ce qui t'intéresse, c'est les projets, c'est les gens, c'est les boîtes, c'est tout ça. Et à la limite, le fait qu'il y ait derrière un fond d'écologie, c'est quelque chose qui te parle pas et qui te concerne pas. Ça n'empêche pas que les projets qu'il y a dedans peuvent t'intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on arrive à le vendre de telle manière que si tu fais des actions en accord avec des valeurs écologiques, tu vas aussi gagner plus d'argent. Pas pour moi personnellement, hein. Je parle de pour les boîtes. Ça, je trouve ça sympa. Une action qui est à la fois écologique et à la fois rémunératrice, ça, je me dis, bah oui, en fait, il y a rien qui nous empêche, tu vois. Si je poussais vraiment le vice et le cynisme au maximum, je me dirais non, non, je préfère perdre de l'argent que suivre vos idées à la con. Mais c'est pas le cas. Donc effectivement, dans ces cas-là, ouais, là, je trouve ça carrément intéressant. Si on me présente des solutions pour être écologique et gagner des sous, ok. Maintenant, attention, faire grossir une entreprise et être écologique, ça c'est deux paramètres. S'il y a un troisième paramètre qui est genre au détriment de plus jamais prendre l'avion, mais tu vas gagner des sous parce que tu vas plus dépenser en billet d'avion. Non, là du coup ça marche beaucoup moins bien et ça m'intéresse beaucoup moins. Mais je sais que c'est pas ce genre de truc dont tu m'avais parlé. Les trucs comme ça peuvent un peu plus m'intéresser. Je suis d'accord pour en discuter autour d'un café. Je suis, voilà, tu vois, ça, Ce qu'on a fait. ce qu'on a fait et ce qu'on refera avec plaisir. Mettre 150 000, non. Non, j'ai un chalet en Finlande et un déménagement à faire. Ce qui par ailleurs est une composante possible de mon projet aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'était présent sur ma maquette, mais juste on l'avait écrit, j'avais rien fait de très précis. L'idée de pouvoir, donc mon projet d'hébergeur WordPress, l'idée de pouvoir mesurer facilement l'empreinte carbone du site. Et notamment, on s'est dit qu'on mettrait ce genre d'outil en place, tu vois, c'est surtout à des fins de donner aux gens ce qu'ils veulent. Je pense que c'est un vrai sujet en fait aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se disent putain, comment l'empreinte carbone d'un site internet ça marche comment je la mesure, comment j'ai un impact dessus, qu'est-ce que je fais sur mon site pour pouvoir agir dessus, etc. Et c'est pas courant du tout d'avoir ce genre d'outil, tu vois, Ouais. sur un hébergeur WordPress. En fait, ça n'existe juste pas. Et donc, après en avoir discuté un petit peu en interne, on s'est dit qu'on allait sûrement construire quelque chose autour de ça. Mais tu vois, des fois, ça peut être non pas la nature profonde du projet, l'écologie, mais juste Un une des composante, aspects. quoi, quelque chose qui permet un des aspects. Ça me C'est fait. une dimension du projet qui peut être traitée et pris au sérieux sans forcément ni faire que si tu gagnes plus d'argent, ni faire que tu en gagnes moins, Ouais. ou différemment, quoi que ce soit, mais simplement une composante. Alors après, ça peut être perçu comme j'en gagne plus, tout simplement parce que on va pas se cacher que c'est quand même dans l'air du temps de proposer des solutions, des choses. Ouais. Les gens sont en demande de ça et donc naturellement les gens vont tendre vers ça. Le simple fait que je dise demain j'ai un outil pour évaluer super bien, super facilement l'empreinte carbone de votre site internet, je sais que ça va faire venir des gens. Donc quelque part, ça peut permettre de gagner plus d'argent aussi dans ce sens-là. À ce propos, ça me fait penser à un truc qui Ouais. ne peut plus être d'actualité, mais qui aurait été très intéressant. J'ai quelqu'un dans ma famille qui travaillait, malheureusement, qui ne travaille plus, à la Fédération française d'escalade. Et justement, à un nouveau poste récemment créé. En fait, son travail, c'était de réduire l'impact environnemental de la fédération. Donc de chaque personne, de la fédération globale, etc., etc. Et une fois, elle m'avait appelé, c'était avant qu'on se connaisse, toi et moi, elle m'avait appelé pour me demander si je connaissais un hébergeur vert. Donc je lui avais demandé pourquoi. Et parce que moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout. Et elle m'avait dit que, parce que, je crois, dans mon souvenir, toutes les fédérations sportives allaient faire un mail à tous les clubs et toutes les associations et
demandé de faire passer à tous les adhérents, ce qui représente pas mal de monde, qu'il fallait utiliser des hébergeurs verts pour leur ça y est, on y arrive à la etc. dictature verte. Voilà, et du coup, elle y bosse plus, donc désolé, mais effectivement, du coup, à ce moment-là, Copilust aurait été un excellent client. Et donc, dans ce sens-là, créer un hébergeur vert, même si je pense qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ça te fait mal au cœur de le dire, ça, je le lis sur ton visage. Non, en fait, c'est pas que ça me fait mal au cœur, c'est que ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. On crée un hébergeur vert. Bien sûr, un hébergeur vert, exactement, ça veut pas forcément dire grand-chose, sauf si c'est vraiment le cœur de ton projet et que tu fais en sorte à chaque étape de la création du projet et dans sa conception et plein de choses. Mais c'est lourd de conséquences, tu vois. Je te donne un exemple. Si demain on veut que les gens puissent créer des sites plus facilement et plus rapidement dans mon hébergeur, je connais la technique parce que des gens me l'ont donné de boîtes US. Il faut que pour pouvoir créer un site WordPress instantané, en même pas une seconde, comme des services que tu connais toi, comme InstaWP et tout, il faut en fait que le site soit déjà créé en réalité, en amont. Et en fait, c'est qu'il y a une file d'attente de dizaines et de centaines, voire même de milliers de sites qui sont déjà là, qui sont déjà créés, qui sont en attente. Et toi, tu as l'impression que tu crées un site en quelques secondes. En fait, c'est parce qu'il est déjà là. Et ça, tu vois, typiquement, pour en avoir parlé rapidement avec André, qui est mon CTO, si j'étais dans une véritable démarche d'éco-conception, ça, c'est pas écologique, tu vois. Voilà, typiquement. Donc, c'est juste un exemple pour dire que l'écologie, un hébergeur vert, c'est possible, mais c'est un truc qui doit être pris très au sérieux si jamais tu veux pas prendre les gens pour des cons. Moi, très, très spécifiquement, dans mon cas, je suis un hébergeur qui n'est pas particulièrement ni polluant ni vert. Je suis plus du côté vert que polluant, très clairement, par les choix qu'on a faits. Mais si vraiment je voulais être un hébergeur vert, il faudrait réfléchir à toute la conception du projet, du produit, tous les choix qu'on fait, tout dans tous les sens. Et c'est quand même assez lourd de conséquences. Et c'est vrai que c'est pas un truc à prendre juste normalement comme un argument marketing. Et je pense que très 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 rares sont les entreprises dans le monde qui feraient ça vraiment très très à cœur et très très sérieusement. Et ne pas prendre les gens pour des cons. Je pense que c'est difficile de ne pas le faire. Ouais, et puis du coup, c'est que ça devient ta marque de fabrique. En fait, ça devient ton identité complète quasiment, parce que tu es un peu obligé, quoi. Tu peux pas être vert de bout en bout, avoir passé 2 ans supplémentaires sur toute la création et te dire, on va pas en parler. Non, moi je n'en parle pas. Je fais ça pour la cause. Tu es obligé, tu vois, vraiment après d'en parler, de faire ton identité et tout. Et du coup, Tu le vends, tu le marketes. Mais encore une fois, le marketer, ça reste noble. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais oui, tu choisis les data centers, tu choisis d'où vient l'énergie, d'où vient l'électricité, tu es obligé de tout regarder, de tout tracer en fait pour voir vraiment tout ton projet. Quand tu conçois le produit, il y a un mode nuit, enfin tu vois, c'est que des trucs comme ça quoi. Et il y a des trucs pour estimer l'empreinte carbone, il y a des sites qui n'arrivent pas instantanément, enfin c'est que des trucs comme ça et à la fin tu as un hébergeur vert quoi. Les data centers sont très proches des gens, des trucs comme ça. À 3 rues. Tu auras un dark mode ? Alors, il est dans notre Notion des features, etc. Mais alors, autant te dire qu'il n'est pas prêt d'arriver. Hein. Parce que alors, d'ici à ce que ce soit une priorité pour nous, je serai probablement milliardaire. Tu vois, même pour la blague, tu as dit je serai, donc on peut dire que c'est du conditionnel, et en plus probablement. Même pour la blague, non, on peut pas dire. Même pour la blague, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter effectivement. J'aurai mon milliard. D'ici là, j'aurai mon milliard. Exactement. Non, mais oui, on a un dark mode. Il est là, il est quelque part. Ça arrive. Bientôt. Est-ce que tu veux qu'on passe juste à... on a plusieurs rubriques. Il y a une rubrique, on en a parlé ensemble, hein, je vais vous le dire très honnêtement, la rubrique c'est pas la rubrique d'actu. Non, la rubrique des recos. Dessous. La rubrique des recos. Bon, on en a parlé juste avant. On s'est dit que très clairement, on allait juste vous faire des recos quand on a des recos à vous faire. On va pas en faire une rubrique. L'idée, c'est que ça nous ajoute pas beaucoup de travail. Ce podcast-là, on est là pour discuter avec vous, entre guillemets, hein, vous comprenez l'idée. Et par contre, il y a l'idée de business qui reste là, qui est déjà quasiment du travail dans notre esprit, j'ai l'impression. Donc, si je rajoute des rubriques, parce que moi, je voulais rajouter une rubrique actu. On a discuté avec lui, on a brainstormé pendant environ 15 secondes. Après, j'ai croisé mes bras comme ça. J'ai dit non, vous ne passerez pas. Donc, je vais vous donner mes points d'actualité. Voilà la rubrique actu de Entre deux. Actu numéro 1, Joe Rogan a renouvelé son contrat. Oui, j'avais noté, mais j'ai noté 10 minutes, 10-15 minutes avant. Ok. Je les ai notés pour pas, sinon je peux pas les inventer. Enfin, tu vois,
Donc voilà, le speed, comment on peut faire? C'est pas du speed dating ou du speed running ou ça va être du speed actu. News. Ça, c'est du speed news. Speed news, allez, on est parti pour la speed news. Speed news numéro 1, Joe Rogan qui a renouvelé son contrat avec Spotify. Donc Joe Rogan qui est le podcasteur numéro 1 au monde, américain, Et qui a vraiment un énorme podcast qui était depuis plusieurs années une exclusivité Spotify. T'allais dire un truc, ouais. ouais, toi tu vas faire des speed news et moi je vais faire des speed réponses. Tu vas voir, ça va être marrant. Qui a été une exclusivité sous contrat avec Spotify depuis plusieurs années pour, je sais plus, 150, 200, 250 millions, un truc comme ça. Enfin, c'était une somme colossale. Et ça se terminait là, je crois que c'était début février, un truc comme ça. Joe Rogan qui a décidé de renouveler son contrat avec Spotify. Sauf que dans son contrat, cette fois, non seulement il est toujours payé, même si la somme n'est pas dite, il y a des sommes qui vont de 100 à 250 millions en fonction des sources. Donc non seulement il est payé très très cher, mais en plus de ça, comme il est en position de force, maintenant il n'est pas distribué que sur Spotify, il est aussi quand même distribué sur YouTube et sur c'est tout, hein, il y a Apple Podcast, etc. Enfin bref, il est multicanal, ce qui fait que maintenant je n'ai pas du tout compris à quoi servait le contrat parce que évidemment c'est sous NDA, ils n'ont pas le droit d'en parler, il n'y a pas tout ce que j'ai vu passer, c'est il y aura un partage de revenus, ce genre de choses. Je pense qu'ils mettent en place plus de la vidéo sur Spotify, beaucoup plus sur la stratégie long terme de Spotify. Et j'ai l'impression que Joe Rogan Joe Rogan a un rôle à jouer apparemment là-dedans. J'ai l'impression, je sais pas comment exactement. C'est très intéressant d'ailleurs de voir l'évolution de Spotify, mais on en parlera dans un autre podcast, je pense. Ça, c'était ma première news. Joe Rogan, qu'est-ce que t'en penses, Louis? Super. Bravo à lui. Voilà. News suivante. Ok, incroyable. News suivante, Sora. Bravo. Non, je plaisante. Sora. C'est un abandon total là, je suis désolé. Oui, c'est un abandon. Écoutez, c'est la fin, il Non. est tard. Non, c'est vraiment un abandon. Sur la première, je voulais vraiment faire la blague de super, bravo à lui. Sur la deuxième, Sora, trop bien. Sora, donc, qui est le modèle prompt to vidéo ou text to vidéo d'OpenAI, qui est sorti il y a quelques jours, ou il y a une semaine à peine, et qui bluffe absolument tout le monde, la planète entière. Parce que les vidéos sont juste magnifiques, alors que elles ont été a priori générées juste à partir d'un prompt texte. Donc c'est juste une claque intersidérale. La fin de tous les métiers sur Terre. La fin des podcasts, des créateurs de contenu, la fin du cinéma, la fin de tout, la fin des temps, quoi. C'est vraiment la fin du monde. Moi, je fais une fast réponse là-dessus. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Will Smith qui fait un truc trop marrant? Est-ce que tu l'as vu? Tu parles de la vidéo avec les spaghettis? Oh, mais laquelle? Il y a une vidéo très connue qui n'a rien à voir avec Sora, qui est une des toutes premières démonstrations de texto-vidéo. Oui. Ok. Will Smith a refait cette vidéo avec un pote à lui et tout. C'est vrai? Et il a sorti le truc en mode avant et après avec Sora. Mais c'est pas vrai, tu vois. D'accord, il a fait la blague du coup. Et il a fait la blague, c'est méga drôle. Mais c'est hyper drôle. J'irai voir cette vidéo direct. C'est drôle au point que moi j'ai eu un doute au début. En regardant la vidéo, au début t'as un doute, tu te dis attends, mais est-ce que c'est vraiment Sora ou pas? Et après tu captes que non. Parce qu'en fait il se marre à un moment. À un moment il se marre pendant le truc. Mais j'ai trouvé ça très marrant. Incroyable. Comme quoi cette actu n'aura pas été vaine. On aura appris quelque chose. J'imagine que par ailleurs Sora t'en pense juste le plus grand bien et voilà quoi. Donc c'est génial, on aurait pu se faire le podcast là-dessus, hein, mais du coup. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est très bien. Moi, j'espère qu'il y aura une vraie utilité dans quelques temps. Voilà, j'ai rien à dire. C'est très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Gourou Louis? C'est très bien. J'approuve. Non, mais alors, précisément, moi, pour le coup, pour l'instant, je trouve ça cool. Maintenant, le fait que ça aille pas au-delà d'une minute, pour moi, ça sert juste à remplacer les stock footage. Et du coup, ou plein d'autres trucs, tout ce qui est animation. Imagine, tu fais des graphiques avec, tu fais des trucs, tu lui donnes des datas, tu dis fais-moi une. Par exemple, moi je regarde souvent des vidéos de cours d'histoire. La dernière en date, c'était sur l'histoire de la Grande-Bretagne, Écosse, Angleterre, tout ça, parce que je regarde la série Outlander justement. Et tu sais, il y a de la visualisation souvent sur la carte pour te faire expliquer comment les lignes bougent et tout. Ouais. Imagine, tu peux faire ça avec Sora, ce serait incroyable. Ça, ce serait cool. Je pense que c'est pas le cas pour l'instant. Je pense qu'il gère mal le texte. Personne m'a montré. J'ai pas vu. Ça. J'ai vu qu'ils en avaient sorti des nouvelles par contre. T'as vu celle avec la fourmi et tout? Non. Il y en a une avec une fourmi qui est dans un tunnel qui est vraiment pas mal. Et en fait, ils en ont sorti une dizaine. Mais je crois que c'était aujourd'hui.
ce matin. Okay. Donc allez les voir, vous serez bluffés. Et j'ai vu un mec dire un truc extrêmement intéressant. Je dis un mec, je parle ni plus ni moins de Marques Brownlee, le youtubeur tech numéro 1 dans le monde. Il a dit un truc très intéressant, c'est que vous allez les regarder avec l'œil de c'est de l'IA. Donc si vous cherchez vraiment fort, vous allez trouver les bugs, vous allez trouver les trucs un peu étranges et tout. Montrez-le, envoyez-le à votre famille, envoyez-le à des gens qui, vraiment pour qui l'IA c'est un truc de techos, en disant « Ah regarde, un copain m'a envoyé ça, elle est super la vidéo ». Et vous verrez les réactions. Tout le monde va être bluffé et tout le monde va juste croire que c'est une vraie vidéo. Donc vous avez l'œil de c'est de l'IA, donc c'est normal de voir les défauts, mais c'est extrêmement bluffant en réalité. J'en pense le plus grand bien, moi aussi. Et la dernière actu, c'est l'actu tout simplement du Salvador, avec ton dictateur cool, Nayib Bukele, qui s'est fait réélire à 1000% environ des intentions de vote. Non, il est pas... J'ai vu qu'il a fait mieux que Jacques Chirac, par ailleurs, donc il est à 82,66, je crois, un truc comme ça. Chez Jacques Chirac, je crois que c'était 81. Ouais, j'ai 81-82 pour Chirac. Ouais. Mais Chirac, le contexte était particulier, c'était contre Le Pen et tout, c'était... Oui, bien sûr, mais bon, bah, on peut dire que Nayib Bukele, c'est aussi un contexte particulier. Oui, on peut dire ça, effectivement. Voilà. C'est le contexte n'est pas toujours particulier, finalement. Une réaction, Louis, en un mot sur cette actu, et puis on passe à la fin, du coup. Bravo. Allez, dernière partie du podcast. Non, je plaisante. Je suis très content pour lui. Je suis presque prône à me débarrasser moi aussi de la section ID Business. Mais je sais que ça plaît. Il y a des gens qui ont l'air d'aimer cette section. Alors même toi, si tu fais une tête comme ça, c'est pas possible. Je peux pas l'abandonner là du coup. Tu peux pas l'abandonner. Et surtout, je tiens à redire un truc sur Bukele. Pourquoi tu reviens à Bukele? Parce que je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue tous les deux en Grèce sur lui. Et on était venu à la conclusion, enfin j'étais venu à la conclusion, et je crois que tu avais été d'accord, que il fait un taf que très peu d'humains auraient les épaules de faire. Je pense qu'il ne les a pas non plus, mais que juste il dort mal, il néglige sa vie sexuelle et il donne les ordres quoi. Il donne les ordres, et il ferme les yeux et il serre très fort le poing quand il y pense le soir. Et je pense qu'il fait juste un travail incroyable et que lui chier dessus en disant, parce qu'on entend beaucoup ça, j'ai quand même l'impression qu'il a quand même tué énormément de gens, qu'il est en train, que certes il aide la population, mais il aide la population en tuant des gens et qu'il ira en enfer et que c'est un mec horrible. Mais je pense qu'il fait le boulot que personne n'a osé faire et que c'est un très grand bravo à lui, parce que je pense qu'il se sacrifie en fait. Il sacrifie son état mental et psychologique pour sauver son pays. Alors c'est comme ça qu'on fait de la speed réponse, Louis ? Oui, bah c'est plutôt... Après oui, parce que sur ça je peux déblatérer pendant une heure. C'est vrai, non, c'est vrai, on aurait pu faire beaucoup plus long. On pourrait aussi faire 30 minutes là-dessus, effectivement. Oui. Je crois qu'on s'était aussi tous les deux mis d'accord sur le fait que Nayib Bukele était peut-être un mal nécessaire, mais un mal nécessaire transitoire. On s'était mis d'accord sur le fait que c'était probablement le bon bonhomme pour être à la tête d'un pays pendant un certain temps, mais que c'est peut-être pas le mec qu'on veut à la tête de n'importe quel pays, à n'importe quelle époque, non, pas du tout, dans n'importe quel... Voilà, il fait ce qu'il fait au moment où il y a un timing qui est peut-être le bon, mais Nayib Bukele, il est bien là où il est au moment, au bon moment, quoi, c'est tout. Il a sa place dans l'histoire en France, je sais pas trop. Alors, du coup, juste il reste une idée de business. Dis-moi ton idée de business. Ce que je pense que j'en ai déjà parlé, mais en off, évidemment, pas du tout dans le podcast. Donc, je te la donne pendant le podcast. Il y a quelques années, on avait réfléchi à une idée de business en rapport avec de l'agriculture urbaine. Et c'est une idée qui m'avait été inspirée par l'entreprise Displate, qui, en quelque sorte, a un peu disrupté le marché des tableaux en faisant en sorte que ce soit juste un aimant que tu mets sur le mur et puis ensuite tu changes de tableau super facilement en aimantant le truc, tu vois, la petite plaque. Voilà la Displate qu'on a par exemple là juste derrière Louis. Et donc il y a un côté un peu plug and play, tu vois, c'est vraiment sympa, tu peux la remplacer facilement, rapidement, etc. Donc j'aimais beaucoup l'idée comme ça, ce concept-là. J'avais un autre exemple à l'époque quand je faisais mon storytelling pour vendre mon idée. C'était un mélange de Displate ou d'autres choses. Je sais plus ce que c'est l'autre chose. On pourrait prendre l'image des Lego aussi, vous allez voir ça marche bien pour des Lego. L'idée, c'est de légoifier ou de displaitiser l'agriculture en faisant en sorte que, quand je dis l'agriculture, c'est l'agriculture urbaine. Donc, on est en intérieur, peut-être chez vous, sur les murs. On est en extérieur, mais sur les murs, la façade de votre maison, de votre immeuble,
ce genre d'endroit en fait. Et on va créer un système sur lequel les gens vont pouvoir faire de l'agriculture hyper facilement, hyper rapidement, comme si c'était vraiment un jeu, comme si c'était un truc super ludique et comme si c'était même limite quelque chose d'un petit peu artistique. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que ce soit à la fois quelque chose de joli à mettre en place où le résultat final est esthétique et en même temps ça produit quelque chose, il y a une culture de quelque chose. Et donc l'idée c'est d'avoir un système comme Displate. On a un truc qui se met en place au niveau du mur et tu viens clipser une plaque. Ça peut être une plaque de tomates cerises, ça peut être une plaque de fraises, ça peut être une plaque de ce que vous voulez. En réalité, c'est pas ce que vous voulez, ça va être uniquement avec les fruits et légumes qui ont des racines assez peu profondes et qui peuvent pousser sans terre, etc. Donc voilà, on s'était un peu renseigné à l'époque. Et ces plaques-là, vous allez arriver, vous allez faire clips et vous allez mettre juste comme ça, hyper facilement, hyper rapidement, une plaque de tomates, cerises, etc. Puis une deuxième, puis une troisième, puis vous allez construire un mur comme ça. Vous pouvez vous amuser à essayer de faire quelque chose de joli, designer une forme, dessiner une forme, faire quelque chose de sympa sur le mur, ou juste remplir votre mur pour avoir le plus de fruits et légumes possible. Ça peut être en intérieur, en extérieur, parce qu'évidemment, ça ne goûte pas sur le sol, le truc est bien pensé. Et l'idée, c'était de combiner un business model qui ressemble un peu au business model aussi de Nespresso pour nous, c'est-à-dire de ne pas gagner de l'argent sur le système qu'on vend quand les gens mettent en place les trucs et tout, mais de gagner de l'argent surtout sur l'abonnement des trucs récurrents que les gens ont besoin pour entretenir très facilement et très rapidement. Parce que quand je dis facile et rapide, c'est un peu comme Nespresso avec juste la petite capsule que tu mets pour avoir un café en 2 secondes. C'est un peu pareil avec l'agriculture. Tu viens clipser ton truc. Une fois que tu l'as clipsé, les nutriments dont tu as besoin pour les fruits et légumes, ça peut être une petite dosette, une petite capsule, une petite éprouvette, une petite ce que vous voulez. Je n'ai pas réfléchi davantage que ça. Que vous pouvez mettre très facilement et très rapidement là aussi au bon endroit dans le système pour pouvoir nourrir l'ensemble. Tout est facile, tout est rapide et tout est ludique, sympa et du coup les gens n'ont pas besoin d'espace pour faire ça parce qu'en fait on fait ça sur des murs, donc ça va utiliser de l'espace qui aujourd'hui n'est tout simplement pas utilisé en général chez les gens, dans les villes, un peu partout. Et on a un double effet qui se coule de reverdir complètement des villes en faisant des trucs qui sont à la fois très très jolis, très très agréables, très stimulant parce que c'est toujours sympa d'être entouré de nature quand même un petit peu et en même temps ça fait pousser plein de trucs, donc c'est assez intéressant aussi. Peut-être que ça marcherait avec des aromates, je suis pas sûr que ça marchait avec des aromates, je crois qu'on s'était renseigné, mais ça marchait avec certains fruits et légumes. Et donc l'idée c'était de construire vraiment l'agriculture urbaine de demain à une échelle absolument massive avec un système hyper cool, quelque part un mélange entre Displate, Nespresso, des Lego. C'est un mélange un peu de tout ça à la fois en fait, mon système. J'aurais bien appris ce système Agricool, mais je sais qu'Agricool était une entreprise qui existait bel et bien et qui faisait pousser des fruits et légumes en conteneurs et je crois qu'elle n'existe plus. Donc peut-être que du coup le nom est à nouveau disponible. Et dans ce cas, j'appellerais ce système Agricool, très clairement. Qu'est-ce que tu penses de mon idée ? Première remarque, c'est très bien travaillé comme pitch, effectivement, on sent que tu l'as répété. Pas pour cet épisode, je précise, c'est un truc qu'il voulait faire à un moment. Et deuxième remarque, tu es donc passé de la volonté de révolutionner l'agriculture de demain dans les villes au dropshipping et à la vente de formation. J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à la base, tu veux dire que je suis passé de ça à ce que j'ai fait ensuite. Non, oui. Mais attends, ça c'était longtemps après le dropshipping. Pour le coup, là, mon idée dont je te parle, mon idée là, elle doit dater de... j'étais là où je vis maintenant, donc elle doit dater de 2020, par là. Ok. Ouais, c'était bien après. On a commencé à bosser là-dessus, on s'est planché là-dessus. À un moment, on n'avait pas de thunes, vraiment pas. Mais on s'est dit, si, on va bosser là-dessus. J'ai commencé à embarquer ma mère là-dessus, à réfléchir, à lui poser des questions sur comment on allait faire pour mettre en place les fruits et légumes. Le substrat qu'on pouvait mettre, c'était de la fibre de coco, je crois, qu'on pouvait attacher sur des cadres et tout pour faire qu'il y ait des trucs qui poussent. Parce que c'est compliqué, tu peux pas avoir un mur de terre. Enfin, tu vois, il y avait plein de problématiques. Mais ça marche parce qu'il y a des trucs qui existent plus ou moins. Et non, je m'étais embarqué dans ce projet. On s'est dit, on va démarrer ce projet en e-commerce vraiment avec 5, 10, 15 000 euros en se disant que l'or du e-commerce, c'est le MRR. Tu vois, si on a du recurring revenu, c'est trop bien. Là, on a du recurring revenu hyper vertueux. C'est de l'agriculture. Ça va être une révolution. Ça va être incroyable. Et ça a duré quand même pas mal de semaines. On était obsédés par ce projet-là avant qu'on décide de l'abandonner parce que juste l'ambition du projet et la démesure du projet était proportionnelle dans l'autre sens à nos moyens sur le moment, c'est-à-dire en fait on n'avait pas d'argent quoi, et c'était juste pas le moment, on pouvait pas faire ça et je pense que c'était le tout début de mon travail de formation sur WordPress et tout ça.
Je pense que c'est un business très intéressant. C'est un business qui plairait à énormément de gens, ça c'est certain. C'est un business où tu aurais aussi pas mal de possibilités en termes d'éducation pour les gens. Leur apprendre à faire des trucs et tout. C'est un business où, en termes d'argument marketing, il y a plein de trucs trop cool. Genre l'impact écologique positif, tu peux leur faire gagner des sous, tu peux les faire mieux manger. Enfin, il y a vraiment les arguments un peu primaires, tu vois. Donc je pense que ça marcherait très bien. Ça marcherait Tout en ayant un business model, quoi. Parce qu'il y Ouais, a ce côté Displayed, MRR, on vend les trucs Bien sûr. récurrents dont ils ont besoin pour entretenir le système. Mais en même temps, c'est rentable pour eux. Donc c'est intéressant, enfin tu vois, c'est vraiment cool. Ouais, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Le seul truc, c'est que moi, ça m'atteindrait évidemment pas du tout. Donc je me sens. Bah toi t'achètes pas, Oui, toi, d'accord. moi, j'achète pas. Oui, mais toi, j'essaierais même pas de te le vendre. Enfin, je sais même pas pourquoi je t'en ai parlé. De toute façon. Oh, des gens, un micro. Non, ouais, non, mais c'est quand même très très intéressant. Purement au niveau business, effectivement, c'est très intéressant. Je pense que ça marcherait très bien. Et il y a quand je dis ce type de boîte, c'est que pour moi, il y a une case boîte écolo qui vient chez les gens. Voilà, boîte écolo qui vient chez les gens, et enfin retail écolo. Et il y a pas mal de boîtes comme ça qui passent qui va être mon associé. J'en ai vu plusieurs. Je saurais rien te dire là parce que j'ai rien en tête. Mais j'ai déjà eu le sentiment d'être face à ce genre de boîte, et effectivement, ça a toujours l'air un peu cool. Bah, sur qui veut être mon associé, de toute façon, volontairement, ils prennent des projets. Alors oui, ils essaient quand même de faire en sorte qu'il y ait une certaine likabilité sur la. Je voulais le dire tout à l'heure. Et par likabilité, oui, tu es très très gentil en disant likabilité. J'ai plein d'autres mots qui me viennent en tête. En que gros, je vais pas dire. pardon, je vais continuer sur les anglicismes nuls. Il y a une brand reputation. Je cherchais des mots juste improbables. Une brand reputation à préserver, tu vois. Juste, ils essayent d'être une émission cool. Donc juste, voilà, ils se disent comment on fait pour percer sur le marché français. Faut quand même pas non plus, tu vois, exagérer. Enfin, juste, ok, on va parler d'entrepreneuriat, on va faire une émission avec des investisseurs, des entrepreneurs qui viennent pitcher un projet. Faut quand même y aller mollo, tu vois. Au début, juste, on y va avec des petits projets, ça parle d'écologie, ça parle de social. Il y a pas mal de choses comme ça que j'ai vu passer. Je me rappelle d'un projet dans la première saison. C'était, je crois, quelqu'un qui faisait des pulls ou quelque chose dont tu avais besoin des personnes handicapées ou des personnes âgées, je me rappelle plus du tout. C'était une nana qui avait fait un super pitch. Les gens étaient grave convaincus. Elle avait eu un investisseur. Et c'était clairement dans le social. Enfin, c'était un projet qui était très, 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 très chouette, mais qui est vraiment dans l'ADN de ce qu'ils veulent faire, je pense, pour plaire au plus grand nombre dans un premier temps. Parce que quand tu vois les trucs passer des fois sur Shark Tank, tu vois bien que l'émission, elle aurait pas pu être juste transposée en France. Ouais, bien sûr. Ouais, moi ça c'est peut-être le truc qui peut m'embêter un peu, mais je passe quand même toujours un bon moment quand je regarde. Donc ça me va. Sur ce. Et oui. Ça y est. Assez longue émission, je pense, par rapport aux dernières. On s'est fait plaisir là. L'émission. ah non, je voulais rire de son expression, mais j'ai ri tout seul avant. L'émission. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette émission. Non, c'est une émission. Je suis salaud. Bon, allez. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un plaisir. C'était un bon podcast. On a balayé quand même un paquet de sujets, toujours avec clarté, toujours avec des positions tranchées de part et d'autre. Donc c'est toujours un plaisir. Entre les positions tranchées de Louis et les positions toujours très tranchées d'Alexis, qui sont justement le fait d'être toujours au milieu, qui est finalement, en fin de compte, une forme d'extrémisme comme une autre. Donc oui, je suis un extrême à ma façon. Et du coup, là-dessus, je vous rappelle juste que vous pouvez, si jamais l'émission vous plaît, nous laisser une évaluation sur les plateformes de podcast de votre choix. Ça nous aide énormément. Ça vous prend 15, 20, 30, 40 secondes maximum en fonction de là où vous êtes. Prenez votre téléphone rapidement, vous allez sur Apple Podcast. Vous laissez un avis 5 étoiles, évidemment, de préférence. Vous nous laissez un petit mot, on le lira éventuellement dans le podcast. Et nous, ça nous aide à faire monter le podcast dans les rankings. Et là-dessus, je te laisse le mot de la fin, Louis. N'oubliez pas de nous poser des questions, c'est toujours intéressant. Et vous le voyez, 2 questions, ça fait quasiment un podcast entier, parce qu'après, on va de sujet en sujet et tout. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez voir Alexis avoir un avis très tranché sur un sujet, nous poser des questions pour qu'il vienne découper toute une partie de la population. J'en ai donné 2. A priori, tu as l'impression que tu n'avais pas l'air de t'attendre sur le sujet de la démocratie. Oui, c'est vrai. Et c'était quoi l'autre point ?
Ah oui, des mandats de 20 ans, quoi, on disait. Oui, ok. Oui, bah voilà, il y a des trucs. Non, mais c'est vrai. Les méchants en prison. Je suis complètement. Les méchants en prison et les gentils, c'est bien. Les gentils, c'est bien, les méchants en prison. Et voilà, ne pas tuer son prochain, voler son prochain, tout ça, je suis carrément d'accord. Va dire ça à Bukele. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine et on attend vos questions, vos notes. À bientôt. Bonne soirée, Alexis. Merci Louis, bonne soirée, à bientôt. Ciao.